Nous sommes à Paris, en 1920. La guerre vient à peine de s'éteindre, mais déjà la ville se remet à vibrer, comme si son cœur battait plus vite pour rattraper le temps perdu. Les rues portent encore les marques du conflit, les uniformes circulent, les visages sont fatigués. Et pourtant, partout, un souffle nouveau se lève. Paris s'apprête à entrer dans les années folles. Une décennie bouillonnante, brillante, contradictoire, où la fête devient une nécessité et la modernité une promesse. Vous avancez dans les rues, encore humides du petit matin. Les kiosques posent les premiers journaux, les boulangers ouvrent leurs portes, les cafés lèvent leurs rideaux de fer. Autour de vous, une foule disparate et vivante. Ouvriers revenant du travail de nuit, artistes insomniaques, vendeuses en retard, étrangers fraîchement arrivés. Paris attire, Paris avale, Paris transforme. Mais derrière les lumières, il y a aussi l'ombre. Les bas-fonds, les bandes d'apaches, la prostitution, la misère qui s'accroche aux quartiers populaires. Dans la même ville où l'on danse jusqu'à l'aube, on survit parfois d'un repas à l'autre. Dans la même rue où les cabarets éclatent de rire, un enfant vend des journaux pour quelques sous. Paris est un paradoxe permanent. C'est ce qui le rend fascinant. En suivant ce voyage ensemble, vous allez découvrir un monde qui change à une vitesse folle. La mode, la musique, la politique, la publicité, la place des femmes, les idées nouvelles, les tensions sociales. Tout se bouscule, tout s'invente, tout flambe. Alors installez-vous confortablement, laissez le feu crépiter et partez avec moi dans ce Paris des années 1920. Celui que l'histoire officielle raconte à moitié, mais que la vie, elle, n'a jamais oublié. Et avant de plonger ensemble dans cette décennie unique, je vous invite, comme toujours, à vous abonner, à laisser un petit « j'aime » si cette immersion vous plaît, et à dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Ça aide énormément la chaîne, et ça permet de continuer à vous raconter ces voyages dans le temps. Bienvenue à Paris, en 1920. Imaginez un instant que vous marchez dans Paris en 1919. La paix vient officiellement d'être signée, mais la paix réelle, elle, est encore loin. La ville est vivante, oui, mais elle respire de travers. Ses rues portent l'odeur du charbon froid, du métal rouillé, de la fatigue accumulée pendant 4 années où chaque souffle ressemblait à un pari sur l'avenir. Vous avancez dans un Paris qui oscille entre survie et renaissance, comme un géant qui essaie de se relever après un coup trop lourd. Autour de vous, les façades haussmanniennes semblent intactes, mais leur silence raconte autre chose. Des volets fermés depuis des mois, des boutiques abandonnées, des immeubles où des familles entières ont disparu. La guerre n'a pas détruit Paris comme Verdun ou Reims, mais elle l'a essoré. C'est la capitale d'un pays victorieux, certes, mais aussi d'un pays épuisé. Les premiers visages que vous croisez sont ceux des hommes revenus du front. Certains portent leurs uniformes élimés, d'autres tentent de se fondre dans la foule avec un manteau civil trop large. Quelques-uns cachent leurs cicatrices derrière une écharpe ou une moustache nouvelle. Les gueules cassées, elles, ne peuvent rien cacher. Leurs visages reconstruits attirent dans les regards que les passants tentent d'éviter. On regarde brièvement, puis on détourne les yeux. La compassion existe, mais la pudeur aussi. Vous sentez dans l'air quelque chose de lourd, une tristesse que personne n'ose vraiment nommer. Et pourtant, au même moment, un étrange mouvement traverse la ville. Les tramways recommencent à circuler, les cloches des églises sonnent à nouveau. Le bruit des marteaux dans les ateliers reprend son rythme. Les journaux refont leurs pleines pages. C'est comme si Paris tentait de redécouvrir la mécanique de la vie ordinaire. Mais rien n'est simple. L'inflation grignote tout. Le pain coûte plus cher qu'avant la guerre. Le charbon est rare. Les loyers explosent. On se bat pour trouver de quoi se chauffer, de quoi cuisiner, de quoi tenir debout. Vous passez devant une boulangerie. Une file se forme, silencieuse. Les gens se parlent peu, économisent leurs mots autant que leur énergie. À l'intérieur, un boulanger travaille sans relâche, mais les sacs de farine diminueront vite. Les Parisiens ont encore des tickets de rationnement dans leurs tiroirs. Ils les gardent au cas où. La paix n'a pas encore le goût de la tranquillité. Sur les berges de la Seine, les diplomates étrangers arrivent par dizaines. L'Europe entière se donne rendez-vous à Paris pour négocier la paix. Les voitures officielles se succèdent devant les hôtels particuliers,
transformés en bureaux temporaires. On parle anglais, italien, japonais, russe. On croise des uniformes rayés d'or, des chapeaux melons, des attachés mal réveillés qui sortent de longues réunions nocturnes. Vous sentez que la ville n'est plus seulement une capitale. Elle devient une scène mondiale. Mais ce théâtre n'efface pas la vie ordinaire. Dans les quartiers populaires, les ouvriers reprennent le chemin des usines. Les femmes, qui ont porté l'effort de guerre, se battent pour garder leur travail. Les tramways grincent encore. Les chevaux tirent les dernières charrettes et les premiers vendeurs ambulants arpentent les rues pour vendre journaux, marrons, jouets en bois. Paris réapprend à vivre dans le désordre. En avançant, vous remarquez la manière dont les Parisiens marchent, vite, nerveusement, comme s'ils voulaient fuir quelque chose derrière eux, comme s'ils avaient peur de rester immobiles trop longtemps. La guerre a laissé des traces dans les gestes, dans les regards, dans les habitudes. On sort plus tôt, on rentre plus vite, on boit davantage, on parle moins. On essaie d'oublier, mais on n'y arrive pas encore. Et puis, malgré tout, un frisson nouveau traverse la ville. Vous le sentez sous la surface. Une jeunesse qui revient, des cafés qui réouvrent, des artistes qui retrouvent leurs ateliers, des boutiques qui repeignent leurs devantures. Paris n'est plus seulement un lieu de survie. Il redevient lentement un lieu de désir. Dans les brasseries des grands boulevards, on recommence à discuter, à débattre. On rêve d'un monde différent, plus joyeux, plus libre. On veut tourner la page, mais on ne sait pas encore comment. Alors, on improvise, on avance, on essaie et on espère. Voilà le Paris de 1919 à 1920, vulnérable, hésitant, épuisé, mais vivant. Une ville qui vacille, mais ne tombe jamais. Une ville qui prépare, sans le savoir, l'explosion folle de la décennie à venir. Vous avancez maintenant dans un Paris qui se relève, lentement mais avec une force inattendue. Quelques mois ont passé depuis la signature du traité de Versailles. Et déjà, la ville n'est plus tout à fait la même que celle que vous avez traversée au début de l'année 1919. Quelque chose change. Un rythme, un élan, une impatience. C'est comme si Paris refusait catégoriquement de rester une ville blessée. Elle veut redevenir un phare. Elle veut redevenir le centre du monde. Dans les cafés, les conversations recommencent à bourdonner. Les tables, autrefois clairsemées, se remplissent à nouveau. Des journalistes débattent de politique. Des commerçants refont leurs comptes. Des étudiants découvrent les nouvelles idées venues d'Amérique. À l'intérieur, les serveurs portent ce mélange typiquement parisien de fatigue et d'arrogance joyeuse. Vous sentez qu'ils aussi ont besoin de tourner la page. La guerre s'est arrêtée. Et le silence qu'elle a laissé doit être comblé par des voix, des rires, des histoires. Les théâtres rallument leurs lumières. Les brasseries relustrent leurs miroirs. Les salles de cinéma, encore muettes, affichent au complet. Paris recommence à s'offrir en spectacle, et le public, affamé de distractions, répond présent. Les premières revues légères, les pièces comiques, les films américains, tout attire, tout excite, tout annonce la déferlante culturelle qui approche. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les étrangers. Vous les croisez partout. Des Américains qui ont découvert Paris pendant la guerre et refusent de rentrer. Des Russes blancs fuyant la révolution bolchevique et qui débarquent avec leur accent chantant, leurs bijoux cachés, leurs souvenirs d'un empire disparu. Des diplomates qui prolongent leur séjour. Des artistes venus essayer Paris, comme on vient chercher un éclat de lumière. En 1920, la capitale ressemble à un port où tous les mondes se croisent. Cette diversité donne un souffle nouveau à la ville. Les langues se mélangent, les modes se croisent, les idées s'entrechoquent. Dans un même café, on peut entendre parler politique américaine, danser sur une chanson russe, puis commenter une exposition italienne. Paris devient une mosaïque vivante, imprévisible, brillante. Vous remarquez aussi que la ville change physiquement. L'électricité gagne du terrain. Les rues s'illuminent plus tôt. Les vitrines brillent, les enseignes se modernisent. La circulation se densifie. Les taxis Renault, désormais omniprésents, klaxonnent dans les grands boulevards. Les omnibus cohabitent avec les premières voitures particulières. Les trottoirs deviennent un spectacle à eux seuls, où se pressent élégantes, ouvriers, militaires, artistes et touristes. Les boutiques réinventent leurs vitrines, plus colorées, plus modernes. Les publicités s'affichent sur les murs, dans les journaux,
sur les tramways. Une nouvelle société de consommation prend racine. On veut acheter, posséder, montrer. Après des années de privation, le moindre objet devient un signe de renouveau. Un chapeau neuf, un bijou discret, une tasse en porcelaine, un manteau en feutre. Les Parisiens redécouvrent le plaisir de choisir. Vous sentez aussi monter un besoin d'oublier, un besoin presque fébrile. Dans les bars, on boit plus qu'avant. Dans les fêtes improvisées, on danse comme si chaque soirée devait effacer la guerre une bonne fois pour toutes. On rit fort, parfois trop fort. On parle à voix haute, on exagère les gestes. La joie qui s'installe à Paris a quelque chose d'excessif, mais cet excès est nécessaire. Il est vital. Et pourtant, sous cette effervescence, des tensions demeurent. Les pauvres restent pauvres, parfois plus qu'avant. Les anciens soldats cherchent du travail et n'en trouvent pas toujours. Les loyers sont si élevés que les familles s'entassent dans des chambres trop petites. La bohème artistique attire, mais elle affame aussi. La criminalité des quartiers sombres n'a pas disparu. Elle s'adapte à cette nouvelle ville, plus riche, plus lumineuse, donc plus tentante. Paris n'est pas simplement en train de renaître, elle est en train de muter. Vous êtes au cœur de cette mutation. Vous la voyez, vous l'entendez, vous la respirez. Le Paris de 1920 n'est plus seulement une capitale épuisée. C'est un organisme qui se réveille et qui ne veut plus dormir. C'est une ville qui court, qui brûle, qui accélère. Une ville qui prépare sans le savoir la plus grande déflagration culturelle, sociale et artistique de son histoire, les années folles. Et vous sentez, en regardant autour de vous, que quelque chose de gigantesque approche. Le monde va changer ici. Et Paris, plus que jamais, sera son théâtre. Imaginez maintenant que vous quittiez les grands boulevards et que vous vous engagiez dans les rues plus modestes de Paris. Là où les touristes ne vont pas, là où les journaux ne parlent jamais, là où l'histoire officielle ne s'attarde pas. Vous entrez dans le Paris réel, celui des familles qui comptent les pièces de monnaie, des femmes qui portent la ville sur leurs épaules, des enfants qui grandissent trop vite. Le Paris de la survie quotidienne. Les immeubles, vus de loin, semblent fiers et élégants. Mais dès que vous poussez une porte cochère, la façade disparaît et la vérité apparaît. Des escaliers étroits, usés, grinçants. Des paliers où l'on croise des visages tirés. Des concierges qui surveillent, tout du coin de l'œil. Des odeurs de soupe, de charbon, de linge humide. La plupart des appartements sont petits, très petits, une pièce, parfois deux, une fenêtre, pas toujours, une cheminée, rarement en état, des toilettes sur le palier, communes à tout l'étage. Dans ces logements, on vit à 5, 6, 8 parfois. Les enfants dorment à 2 par lit, les vêtements sèchent sur des ficelles tendues au-dessus de la table. Dans un coin, un vieux buffet rempli de tasses ébréchées, d'assiettes dépareillées. Sur la cheminée, une photo d'un soldat disparu au front. Dans d'autres foyers, c'est l'homme qui est revenu, mais brisé, silencieux, irritable. Les familles apprennent à vivre avec les cicatrices, visibles et invisibles. La nourriture est un sujet quotidien, presque obsédant. Les prix augmentent sans cesse. Le pain, le lait, les œufs, le charbon, tout coûte trop cher. Les ménagères se lèvent tôt pour trouver de meilleurs tarifs au marché. Dans les ruelles, les marchands ambulants crient leurs produits, pommes de terre, poireaux, vieux fruits, parfois des restes destinés aux plus pauvres. Les boucheries ouvrent, mais beaucoup achètent les bas morceaux, les os, la graisse, qu'on transforme tant bien que mal en repas. On met de l'eau dans la soupe pour la faire durer. On réutilise tout. Vous avancez dans un quartier populaire et vous sentez la vie brute. Les enfants jouent dans la rue avec des bouts de ficelle, des boîtes, des osselets. Quelques-uns vendent des journaux pour quelques centimes. Les femmes discutent près des escaliers, échangent des nouvelles, des recettes, des astuces pour économiser. Une solidarité invisible, mais intense, circule ici. Quand un foyer manque de quelque chose, un autre partage. Un peu de sucre, un peu de charbon, un seau d'eau propre, parfois même un morceau de pain. Les concierges, véritables piliers du quotidien parisien, veillent sur leur immeuble avec autorité. Elles savent tout. Qui rentre, qui sort, qui ment, qui boit trop, qui pleure la nuit. Elles s'échangent des rumeurs, surveillent les enfants, gèrent les colis, règlent les disputes de palier.
L'horloge est un sanctuaire, un tribunal, un bureau d'information et parfois une confessionnale. Dans la rue, les bruits ne s'arrêtent jamais. Les marchands hurlent leurs prix, les chevaux tirent encore quelques charrettes, les tramways grincent sur leurs rails. Les automobiles pétaradent, les cloches d'église sonnent, les ouvriers qui partent au travail discutent fort. Paris est une ville bruyante, très bruyante. La guerre a imposé le silence pendant 4 ans. Maintenant, chaque bruit est un signe de retour à la vie. Autour de vous, les femmes accomplissent l'essentiel des tâches. La guerre a cassé l'équilibre des familles. Beaucoup d'hommes ne sont jamais revenus. Et celles qui ont pris leur place pendant le conflit doivent continuer. Elles élèvent les enfants, tiennent le foyer, effectuent des travaux à domicile, font des ménages, cousent, lavent, repassent. Elles ne se plaignent pas. Ou alors entre elles, dans les escaliers, en buvant un café refroidi. Elles sont le cœur de ce Paris discret. Les enfants, eux, vivent dans un monde fait de danger et de liberté. Ils jouent sous les rotules des voitures, se cachent derrière les charrettes, courent dans les couloirs sombres des immeubles. Beaucoup ne vont pas régulièrement à l'école. Certains doivent aider leur mère, vendre des journaux, porter des seaux d'eau, faire des courses pour quelques centimes. La vie les attrape tôt. Vous continuez à marcher, longeant les vitrines des petites épiceries, des boulangers, des cordonniers. À chaque coin de rue, on croise une scène. Un homme tente de réparer sa bicyclette. Une femme accroche un linge propre à sa fenêtre. 2 vieux se disputent autour d'un jeu de cartes. Un marchand de journaux crie les gros titres, inflation, grève, crise du logement. Paris n'est pas un décor de cartes postales. C'est une ville rugueuse, haletante, vivante. Et pourtant, dans cette dureté quotidienne, il y a des moments d'une beauté simple. Un rayon de soleil qui traverse la brume du matin. Une odeur de pain chaud qui s'échappe d'une boulangerie. Le rire soudain d'un enfant. Une chanson fredonnée par une ouvrière en rentrant du travail. La ville n'est pas tendre, mais elle n'est pas morte. Elle pulse, elle respire, elle endure. Les marchés sont un spectacle permanent. Les étals débordent de couleurs, de voix, de négociations. On discute les prix. On crie, on jure, puis on rit. Les Parisiens ont la langue vive, l'humour sec, le geste rapide. On pourrait croire que la misère les écrase, mais ce n'est pas vrai. Elle les aiguise, les renforce, les rend inventifs. Voilà le Paris du quotidien. Un Paris qui ne brille pas, mais qui lutte. Un Paris qui n'a rien d'extraordinaire, et qui pourtant raconte mieux que tout la réalité de cette époque. Un Paris où l'on respire difficilement, mais où l'on respire encore. Si vous voulez comprendre vraiment la vie à Paris dans les années 1920, il faut maintenant suivre les Parisiens au travail. Là, dans les ateliers qui sentent la sueur et la graisse, dans les grands magasins illuminés comme des théâtres, dans les usines où le bruit vous déchire les oreilles, dans les bureaux trop étroits où l'on tape à la machine du matin au soir. C'est là que bat le cœur de la capitale. C'est là que se joue la survie quotidienne. Vous commencez votre marche à l'aube. Les rues sont encore humides, mais déjà les ouvriers avancent d'un pas décidé. Ils traversent les ponts, descendent dans le Haneo, dans le métro, montent dans les tramways bondés. Ils s'engouffrent vers les mêmes directions. Boulogne-Billancourt, Levallois, Ivry, les territoires des grandes usines. Renault, Citroën, Panard, les fonderies, les imprimeries. Ici, Paris se transforme en une immense machine. Les portes des usines s'ouvrent, les sifflets retentissent. Des centaines d'hommes et de plus en plus de femmes se pressent à l'intérieur. Le travail y est difficile, répétitif, dangereux. On assemble des moteurs, on porte des pièces lourdes, on manipule des machines bruyantes, on respire des vapeurs qui irritent les yeux et la gorge. La journée est longue, les pauses sont rares. On ne parle pas de sécurité, encore moins de droit. On parle de rendement. Pour beaucoup, c'est ça ou rien. Mais ce n'est pas le seul Paris du travail. Suivez maintenant une vendeuse des Galeries Lafayette ou du Printemps. Elle commence la journée bien avant l'ouverture, ajuste sa coiffure, remet du rouge aux joues, range les comptoirs, plie les tissus, rayonne dans la lumière artificielle des grandes verrières. Les magasins sont immenses, brillants, modernes. Ils donnent l'impression de vendre non pas des objets, mais un rêve d'élégance et de modernité. Et pourtant, derrière les rayons, les vendeuses gagnent peu.
restent debout pendant des heures, se battent pour atteindre leur quota. Dans les bureaux, les employés se pressent autour des machines à écrire. Le cliquetis des touches forme une mélodie continue. Les dactylos, souvent très jeunes, vont vite, très vite, trop vite. Leur posture est rigide, leurs poignets souffrent, leurs yeux fatiguent. Les chefs passent derrière eux, vérifient, corrigent, ordonnent. La hiérarchie est omniprésente. Les employés, eux, espèrent un avancement. Un jour peut-être, ou simplement la stabilité. Vous avancez encore, et vous arrivez dans un atelier de couture. Les couturières y travaillent sans relâche, leurs doigts courant sur le tissu avec une précision admirable. Elles cousent pour les grandes maisons, pour les boutiques, pour les clientes bourgeoises qui veulent suivre la mode. Elles aussi sont sous-payées. Elles aussi tiennent la ville debout. Le bruit, partout, vous accompagne. Le métro qui gronde, les tramways qui grincent, les ouvriers qui sifflent, les marteaux qui frappent, les caisses qui claquent. Paris travaille, Paris s'use, Paris se consume, mais Paris avance. Et au milieu de tout ça, il y a les transports. Le métro est souvent bondé, les wagons en bois tremblent sur les rails, les odeurs se mélangent, huile, parfum, sueur, papier journal. Les autobus à plateforme arrière débordent. On s'accroche, on râle, on glisse parfois. Mais on y retourne, jour après jour, car c'est le seul moyen de traverser la capitale qui grandit trop vite. La différence sociale, elle, saute aux yeux. Dans un même wagon, un ouvrier poussiéreux, un fonctionnaire élégant, une vendeuse fatiguée. Deux mondes séparés par leur salaire, mais réunis par l'inconfort du trajet. Paris est une capitale, mais c'est aussi un champ de bataille sociale où l'on se croise sans jamais vraiment se rencontrer. À midi, les ouvriers mangent debout, souvent dehors. Un morceau de pain, une tranche de fromage, un bout de viande froide. Les employés vont dans des bistrots à prix fixe. Les bourgeois se rendent dans les brasseries. Chacun possède son monde, ses codes, son territoire. L'après-midi est aussi long que le matin. Les heures s'étirent, les magasins se remplissent de clients exigeants. Les ateliers surchauffent, les bureaux résonnent, les usines crachent leur vapeur dans le ciel. Et pourtant, malgré l'épuisement, personne ne ralentit. C'est comme si la ville elle-même tirait tout le monde vers l'avant. En fin de journée, quand les ouvriers sortent des usines, leurs pas sont lourds. Les visages sont sombres, marqués. Le travail les a vidés, mais il les nourrit. Ils rentrent à la maison, parfois en métro, parfois à pied. Les rues se remplissent d'odeurs nouvelles. Viande grillée, soupe chaude, bois brûlé. Le Paris du soir n'est pas joyeux, mais il est doux, presque apaisé. On s'assoit enfin, on respire. Mais pour d'autres, la journée ne fait que commencer. Les serveurs, les danseuses, les chauffeurs de taxi, les artistes de rue, les musiciens. Toute une partie de la population travaille pendant que les autres dorment. Paris n'est jamais totalement immobile. Paris ne cesse jamais d'exister. Vous sentez maintenant pourquoi cette ville est si particulière. Ce n'est pas seulement une capitale, c'est une mécanique humaine, un engrenage gigantesque que chacun alimente à sa manière. La fatigue est partout, mais la vie aussi. Les Parisiens ne sont pas heureux, mais ils tiennent debout. Ils avancent parce qu'ils n'ont pas le choix. Et dans cette avance, parfois vacillante, se construit la ville que vous allez découvrir dans les chapitres suivants. La transition vers la vie artistique est toute trouvée. Si les journées sont dures, les nuits, elles, appartiennent à d'autres, aux rêveurs, aux fous, aux artistes. Ceux qui vont faire de Paris le cœur battant de la modernité. Pour comprendre pourquoi Paris devient la capitale artistique du monde dans les années 1920, il faut venir ici, à Montparnasse, à une heure où les cafés ouvrent à peine et où les artistes n'ont pas encore levé les volets de leurs ateliers. Vous marchez dans des rues calmes, presque froides, où la lumière du matin glisse sur les pavés comme une promesse. Et déjà, vous sentez quelque chose d'étrange dans l'air, une énergie particulière, un souffle, un frémissement. Montparnasse n'est pas un quartier ordinaire, c'est une fabrique de monde. Les premiers cafés ouvrent leurs terrasses, la rotonde, le dôme, la coupole. Des noms qui, aujourd'hui encore, résonnent comme des légendes.
Imaginez-les en 1920. Rien n'est encore sacralisé. Ce ne sont pas des musées, mais des refuges, des lieux où l'on peut s'asseoir toute la journée pour le prix d'un café, où l'on peut écrire, dessiner, parler, rêver. Les serveurs, d'un air à la fois mauvais et bienveillant, vous regardent passer. Ils savent qui est artiste, qui ne l'est pas. Ils savent aussi qui ne paiera jamais ses consommations. Ils laissent peu faire. Ici, on paie en francs, en sourires, en esquisses sur une serviette. À l'intérieur, la scène du matin est toujours la même. Des tables encombrées de carnets, de feuillets, de crayons. Un peintre qui a veillé toute la nuit sur une toile, un poète qui lit ses lignes à voix basse, un écrivain qui noircit des pages d'une écriture nerveuse. Le silence est un luxe rare ici, et pourtant, chacun respecte celui des autres. On ne parle pas encore de génie. On parle de survie, on parle de création, on parle de faim aussi. Car Montparnasse attire les artistes du monde entier. Mais il ne les nourrit pas. Vous croisez des Russes, des Italiens, des Américains, des Espagnols, des Japonais. Ils parlent toutes les langues, portent des manteaux élimés, des vestes trop fines, des pantalons rapiécés. Ils dorment dans des chambres glaciales de l'hôtel des artistes, dans des ateliers loués au mois, dans des greniers ingrats. Le chauffage est rare, l'eau chaude encore plus. Les miroirs sont cassés, les fenêtres laissent passer le vent. Et malgré tout, ils restent, parce que c'est ici que tout se joue. Monter dans un atelier de Montparnasse, c'est entrer dans un autre monde. La lumière est souvent mauvaise, mais elle éclaire ce qu'il faut. Une toile encore humide, des pinceaux posés n'importe où, une chaise bancale, un lit défait, des bouteilles vides, des croquis épinglés au mur. L'odeur de peinture, de tabac froid, de poussière, de café rassis s'entrechoquent et forment une signature olfactive unique. Vous sentez que des œuvres naissent ici, dans cette misère presque volontaire. Vous sentez aussi qu'on pourrait y perdre la tête, et parfois, on la perd. Les disputes entre artistes sont fréquentes, sur un mouvement, sur une couleur, sur une idée. On s'engueule sur le cubisme, sur le surréalisme naissant, sur la photographie, sur la place du réel dans l'art. On parle plus fort qu'ailleurs. On parle plus vite aussi. On dit des choses qu'on regrette, mais qui nourrissent le tout. Les cafés deviennent des arènes intellectuelles. Chaque table est une scène. Chaque discussion, un combat. Et les idées qui jaillissent là, dans cette fumée, deviendront bientôt l'avant-garde artistique mondiale. Vous croisez des silhouettes marquantes. L'une dessine nerveusement en regardant par la fenêtre. Une autre écrit une lettre tragique à un amoureux lointain. Une autre dort encore dans un coin de son atelier, roulée dans un manteau. Certains noms deviendront célèbres. D'autres resteront anonymes. Mais tous participent à ce bouillonnement unique qui transforme Montparnasse en épicentre de la création moderne. L'argent manque cruellement. Beaucoup vivent de petits travaux. Retoucher un portrait, enseigner quelques cours de dessin, vendre une toile pour quelques francs. Certains mangent de seulement un jour sur deux. D'autres boivent pour oublier la faim. Les nuits sont longues, les jours se confondent. La pauvreté n'est pas une posture ici, c'est la condition préalable. On ne crée pas pour le succès. On crée parce que ne pas créer serait mourir un peu. Et pourtant, Montparnasse n'est pas seulement un lieu de souffrance, c'est un lieu de rencontre. On y tombe amoureux, on y rit, on y chante, on y danse parfois. Vous pourriez entrer dans un café un soir d'hiver et assister à une scène inattendue. Un peintre qui improvise un poème, une danseuse qui se lève pour esquisser quelques pas, un écrivain qui raconte une histoire si drôle que tout le café éclate de rire. C'est ça, Montparnasse, une vie sans argent, mais pleine de moments éclatants. Et toujours, l'impression que quelque chose se crée. Une toile, un style, une amitié, un mouvement. Vous sentez Paris vibrer différemment ici. La ville devient laboratoire. Tout est possible, tout peut basculer en une nuit. C'est ce qui attire, ce qui piège parfois, ce qui inspire toujours. Le soir venu, la lumière change. Les cafés deviennent plus bruyants. Les artistes se regroupent, discutent, gesticulent, inventent des mondes. Vous avez l'impression d'être à la naissance de quelque chose de gigantesque. Et vous n'avez pas tort. C'est ici, dans ces cafés, dans ces ateliers, dans ces chambres glaciales, que naissent les idées qui feront de Paris
la capitale de la modernité culturelle. Le Montparnasse de 1920 n'est ni riche, ni confortable, ni tranquille. Mais il est vivant, férocement vivant. Et bientôt, vous prendrez la direction de Montmartre, son frère jumeau. Plus sombre, plus bohème, plus dangereux peut-être. Un autre cœur, un autre monde. Après Montparnasse, traversez Paris et grimpez vers la butte Montmartre. Le contraste est saisissant. Là où Montparnasse respire la modernité, l'international, l'avant-garde organisée dans son chaos, Montmartre est un monde à part, une enclave d'un autre temps. Une colline où l'art n'est pas une vocation, mais une nécessité. Une terre où l'on crée parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est la seule façon de survivre à soi-même. Vous montez les escaliers, une volée après l'autre. Vos jambes tirent, votre souffle se fait court. Les pavés sont anciens, l'air plus froid, la lumière plus dure. Vous sentez sous vos pas un Paris qui a plus de cicatrices, plus de souvenirs, plus de douleurs. Ici, la misère n'est pas discrète. Elle s'étale, elle se montre, elle s'impose. Mais elle s'accompagne d'une liberté totale. Une liberté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La première chose que vous percevez, ce sont les ruelles. Des lacis étroits, des impasses, des escaliers qui montent et descendent sans logique. Les murs sont couverts de graffitis d'époque, de dessins, de signatures fantômes d'artistes passés par là. Les fenêtres sont étroites, les volets mangés par le froid, les toits pentus semblent presque glisser. C'est un décor bancal, mais habité par une âme étrange. Dans les cafés de Montmartre, comme le Lapin Agile ou la Mère Catherine, l'atmosphère est plus âpre qu'à Montparnasse. On boit plus fort, on rit plus fort, on pleure plus fort. On chante parfois, mais toujours avec une pointe de désespoir. Les chansons parlent d'amour raté, de dettes impayées, de rêves trop lourds. Les clients sont des artistes, oui, mais aussi des ouvriers, des prostituées, des ivrognes, des musiciens du dimanche, des poètes maudits. La frontière entre le génie et la folie est mince ici, si mince qu'on la franchit souvent sans s'en rendre compte. Vous croisez un nom souvent associé à ce Montmartre-là, Utrillo. Un homme perdu dans son propre regard, qui peint les rues qu'il connaît, les maisons qu'il a vues 1000 fois, les cafés où il s'est noyé. Son art est puissant, brut, parfois sombre, toujours vrai. Il peint Montmartre comme on peint une blessure, une nostalgie, une impossibilité. À travers lui, vous sentez que l'art n'est pas seulement une fuite, c'est un cri. Monte encore un peu, et vous trouverez les ateliers, perchés sur les hauteurs comme des nids de désordonnés. Ils ressemblent pas à ceux de Montparnasse, mais en plus pauvres encore. Des toiles partout, des pinceaux secs, des bouteilles vides, des matelas jetés au sol. Le vent passe à travers les fentes des fenêtres. L'hiver y est terrible. On travaille avec des gants troués. On boit pour oublier le froid. Certaines nuits, les artistes s'enroulent dans des journaux pour se réchauffer. Ils n'ont rien, absolument rien, mais ils créent. Vous entendez parfois un rire, parfois un cri. Une dispute éclate quelque part dans un atelier. Deux peintres se battent pour une idée, pour un modèle, pour une femme, pour un verre. Parfois pour rien, parfois pour tout. L'émotion est à vif ici, prête à exploser au moindre prétexte. Ce chaos n'est pas décoratif, il est sincère, il est organique, il est Montmartre. Descendez un peu vers les cabarets d'artistes. Ici, pas de matériel luxueux, pas de spectacle bien huilé. Les artistes montent sur scène sans préparation. Une chanson, un monologue, un numéro improvisé. On applaudit si c'est bon. On insulte si c'est mauvais. Les cabarets ne trichent pas. Ils sont le miroir brutal d'un quartier qui vit sans illusion, mais avec une intensité dévorante. Dans un coin de scène, un jeune poète déclame des vers en tremblant. Dans un autre, un musicien joue une mélodie étrange entre mélancolie et ivresse. Puis, une danseuse monte sur scène, fatiguée mais rayonnante, et tout le cabaret se tait. Ces instants suspendus font oublier la pauvreté, la faim, la solitude. Montmartre est dur, mais il offre des éclats de beauté fulgurants. L'alcool, bien sûr, coule à flot. L'absinthe, le vin rouge, les alcools bon marché sont des compagnons quotidiens. Ils réchauffent, ils inspirent, ils détruisent. Beaucoup d'artistes se perdent dans les bouteilles, parfois pour toujours. L'alcool est à la fois refuge et poison.
Il raconte autant de chefs-d'œuvre que de vies brisées. Et pourtant, dans cette noirceur, dans cette dureté extrême, il y a une forme d'immortalité, un souffle, une magie. Montmartre est un lieu qui transforme la douleur en couleur, la misère en poésie, la fatigue en lumière. Les artistes qui survivent ici deviennent souvent inoubliables. Ceux qui tombent, eux, laissent malgré tout une trace, une esquisse, un fragment de génie. Vous sentez que Montmartre n'a pas la même vibration que Montparnasse. Montparnasse crée avec ambition. Montmartre crée avec nécessité. Mais avant d'y arriver, une étape cruciale vous attend. Le Paris nocturne, un Paris où la fête, la danse, la musique et les excès explosent chaque nuit. Nous sommes au lever du jour. Paris s'adoucit, se colore, s'étire. Les façades deviennent dorées, les rues s'emplissent d'ombre, et une odeur de soupe, de charbon et de vin rouge flotte dans l'air. La ville devient un théâtre à ciel ouvert. Les Parisiens ont travaillé dur, très dur, et ce soir, comme presque chaque soir, ils vont danser. La journée a été rude. Elle l'est toujours. Mais le soir apporte un souffle inattendu. Dans les quartiers populaires, les rues se transforment. Les cafés allument leurs lampes à pétrole ou leurs ampoules vacillantes. Les tables sont sorties dehors quand le temps le permet. Les musiciens accordent leurs instruments. Une tension douce, presque électrique, glisse sur les pavés. Vous sentez que quelque chose se prépare. Suivez maintenant le flot des gens qui descendent dans la rue. De Lappe à Bastille, ici, les bals populaires sont une institution. Des couples, des groupes d'amis, des soldats démobilisés, des ouvriers encore couverts de poussière arrivent en riant, en parlant fort, en traînant parfois les pieds. Des femmes portent leurs plus belles robes, souvent retouchées à la main, parfois trop petites, parfois trop grandes, mais toujours précieuses. Elles ont mis un peu de poudre sur leurs joues, ajusté leurs cheveux, pris un parfum bon marché. Elles attendent mais ce moment depuis le matin. Pour elles, la danse n'est pas un loisir, c'est une respiration. Les salles de bal, temples, la rivière, enfants de la Bretagne, ouvrent leurs portes. Les lampes éclairent des murs défraîchis, mais les visages, eux, s'illuminent immédiatement. Les musiciens entament un premier air, un accordéon, un violon, parfois un piano. La musique est simple, mais elle a un pouvoir immense. Elle efface les soucis, les dettes, les douleurs, les absences. Dans ces salles, on ne pense plus au rationnement, au prix du charbon, au loyer, à la fatigue. On pense à la danse, on pense au moment. Vous observez les premiers couples qui s'élancent sur le parquet légèrement glissant. Les pas sont parfois hésitants, parfois trop rapides, mais l'important n'est pas la technique, c'est l'envie. Les visages sont concentrés, puis soudain rieurs. Les pieds se croisent, les mains se touchent, les corps se rapprochent. La musique prend tout l'espace. Les bals populaires sont le cœur battant du Paris populaire. On y vient pour oublier, pour rencontrer, pour exister. Et ce qui est fascinant, c'est le mélange. Ici, au bal de Bastille, on croise tout le monde. Des ouvriers, des couturières, des soldats, des domestiques, des artistes sans le sou, des étudiants, parfois même un bourgeois intrépide venu voir le peuple. Les classes sociales se frôlent, parfois s'ignorent, parfois s'aiment. La danse efface les frontières mieux que n'importe quel discours politique. Dans cette salle, tout le monde est égal au rythme de l'accordéon. Descendons maintenant vers les guinguettes. Vous traversez la Seine, marchez le long des quais, puis vous arrivez aux limites de la ville. Les guinguettes bordent encore les bords de Marne et de Seine, autour de Nogent, Joinville, Charenton. Des lieux simples, souvent en bois, parfois couverts de guirlandes de papier. Ici, on danse à ciel ouvert. On boit du vin blanc, souvent trop sec, souvent trop sucré, mais toujours joyeux. On joue à la pétanque, on tire à la carabine, on rit sans retenue. La lumière du soir se reflète sur l'eau. Des bateaux passent, des cris résonnent au loin. Les rires fusent, les verres s'entrechoquent. Des musiciens improvisent sous un kiosque. Une valse, puis un pas au double. Les couples tournent, glissent, s'embrassent parfois, se chamaillent souvent. Les enfants courent partout, les chiens aboient gentiment. Les tables sont bancales, les nappes sont tachées. Et pourtant, tout est parfait. Les guinguettes ont quelque chose que les salles de bal n'ont pas. L'air libre,
La sensation qu'on peut respirer, vraiment respirer. La guerre a enfermé les gens dans la peur, dans la rigidité, dans les privations. Les guinguettes offrent l'inverse, un espace ouvert, un espace où l'on peut rire fort, chanter faux, vivre pleinement sans que personne ne juge. C'est un refuge, un exutoire, une délivrance. Vous entendez une femme s'exclamer « Encore une chanson, encore une danse, encore un verre ». Elle rit à pleine gorge, ses yeux brillent. Peut-être qu'elle a perdu un mari, un frère, un amour au front. Peut-être qu'elle n'a pas mangé à sa faim. Peut-être qu'elle a passé la journée à laver des escaliers ou à coudre jusqu'à en avoir mal aux doigts. Mais ce soir, elle danse. Et dans la danse, elle revit les bals, les guinguettes, les fêtes populaires. Ce Paris-là est un Paris du courage. Les Parisiens savent qu'ils ne sont pas riches. Ils savent que le monde est instable. Ils savent que tout peut s'effondrer. Mais ils choisissent de danser quand même. Parce qu'il n'y a pas de révolution sans joie. Parce qu'il n'y a pas de survie sans musique. Parce qu'il n'y a pas de Paris sans fête. Vous quittez maintenant les bals populaires et vous vous dirigez vers un autre Paris. Un Paris qui ne danse pas pour oublier la misère, mais pour célébrer la vie, l'audace, l'extravagance. Un Paris qui s'habille de plumes, de paillettes, de lumière électrique. Un Paris où la nuit n'est plus un répit, mais un spectacle permanent. Vous entrez dans le royaume des cabarets, des music halls et du jazz, où chaque soirée ressemble à un rêve fiévreux. La première chose que vous remarquez, ce sont les lumières. Les façades des grands music halls scintillent de néons. Des affiches colorées envahissent les murs. Mistinguett, Joséphine Baker, les revues du Casino de Paris, les Folies Bergères. Ces noms attirent des foules immenses, venues de toute la ville, parfois de tout le pays. On se presse devant les billetteries, on discute, on rit, on s'impatiente. La nuit promet d'être longue. Entrez avec moi dans les Folies Bergères. Les sièges en velours, les murs décorés d'or et de miroirs. Tout brille. Les spectateurs sont élégants. Robes en soie, gants fins, smoking impeccable. Certains portent des parfums capiteux, d'autres des bijoux discrets mais coûteux. Le public n'est plus celui des bals populaires. Ici, on vient pour être vu autant que pour voir. Les lumières s'éteignent, un silence court. Puis, la musique explose. Les rideaux s'ouvrent sur une scène immense où des dizaines de danseuses se mettent en mouvement. Plumes, paillettes, collants brillants, sourires éclatants. La revue commence, et elle vous hypnotise. Mistinguett apparaît parfois, la reine de Paris, icône absolue de l'époque. Elle descend un escalier gigantesque, vêtue comme une œuvre d'art vivante. Sa voix, son assurance, sa gestuelle captivent toute la salle. Elle est l'incarnation même des années folles. Excessive, talentueuse, effervescente. Quelques années plus tard, une autre apparition bouleversera Paris. Joséphine Baker. Américaine, jeune, audacieuse, elle apporte le jazz, la danse moderne, une énergie jamais vue. Quand elle monte sur scène, vêtue de plumes, de perles ou parfois de presque rien, la salle explose. Elle danse avec une liberté nouvelle, sauvage, magnétique. Elle choque, elle fascine, elle révolutionne. Ce n'est pas seulement un spectacle, c'est un séisme culturel. Mais derrière l'élégance de ces lieux, il y a aussi les coulisses. Les loges minuscules où les danseuses se changent en hâte. Les couloirs où des artistes nerveux répètent dans un chuchotement fébrile. Les techniciens, invisibles mais indispensables, qui règlent les lumières, les rideaux, les décors. Le luxe est sur scène. Derrière, la vie est bien plus rude. Quittez maintenant les grands music halls et suivez-moi dans les cabarets. Ces lieux plus petits, plus intimes, parfois bien plus extravagants. Ici, on boit des cocktails nouveaux, venus d'Amérique. Manhattan, Sidecar, Gin Rickey. Les bars clandestins, nés pendant la guerre et stimulés par la prohibition américaine, se multiplient. On y accède par des portes dérobées, des mots de passe, des regards complices. À l'intérieur, l'atmosphère est moite. L'air est saturé de fumée de cigarettes et de parfums. Les tables sont serrées, les rires sont forts. Des chanteuses montent sur scène pour interpréter des chansons sensuelles ou satiriques. Un pianiste éreinté joue des mélodies cabossées mais magnifiques. Un magicien, un comique, un poète. La nuit mélange tous les genres. Et puis, il y a le jazz. Le jazz arrive comme une tempête,
apportée par les soldats américains, amplifiée par les musiciens noirs venus trouver en France une liberté qu'ils n'avaient pas chez eux. Ce nouveau son envahit Paris. Syncope, improvisation, rythmes explosifs. On danse différemment, on sent différemment, on vit différemment. Le jazz incarne la rupture, le refus du passé, l'appel de l'inconnu. Dans des lieux comme le Gaïa, le Bœuf sur le toit ou le Bricktops, des foules compactes s'entassent pour écouter des saxophones délirants, des trompettes enfiévrées, des pianos frappés comme des tambours. Les danseurs s'agitent, tournent, se lancent dans des mouvements frénétiques. Les corps s'expriment d'une manière nouvelle, libérée, presque insolente. C'est dans ces soirées-là que Paris devient véritablement la capitale des années folles. Une capitale où la nuit n'a plus de limites. Une capitale où l'on cherche à vivre plus vite pour oublier à quel point la vie est fragile. Mais cette nuit brillante a aussi son envers. Derrière les rires, il y a les excès. L'alcool coule à flot. Les drogues circulent discrètement. Les fortunes se dépensent sans compter. Les disputes éclatent à la sortie des cabarets. Les rues, mal éclairées, abritent des pickpockets, des proxénètes, des bandes. L'élégance ne protège pas du danger. Paris est une fête, oui, mais une fête où il faut savoir se méfier. L'ambiance n'en est que plus intense. Chaque soirée est vécue comme une parenthèse hors du monde, un défi lancé à la réalité. On sort tard, on rentre tôt, parfois pas du tout. On dort peu, on boit beaucoup, on rit trop, on s'aime vite, on se dispute violemment. Tout est excessif, tout est démesuré, tout est vivant. Et dans cette démesure, dans ce chaos délicieux, dans ce rythme soutenu, se forge une identité nouvelle, celle des femmes modernes, des femmes libres, des femmes qui bouleversent les codes par leur comportement, leur style, leur audace. Elles sortiront de ces cabarets transformés, prêtes à changer Paris avec leurs robes courtes, leurs cheveux à la garçonne, leurs cigarettes au bout des doigts. Et ça, justement, ce sera votre prochain voyage. Imaginez Paris au petit matin, alors que les dernières volutes de fumée des cabarets se dissipent encore dans l'air. La ville s'éveille, mais quelque chose a changé. Une silhouette traverse une rue, puis une autre, puis une troisième. Et soudain, vous comprenez. Les femmes de Paris ne ressemblent plus aux femmes d'avant. Elles ont coupé leurs cheveux, elles ont raccourci leurs robes, elles marchent différemment, elles regardent différemment, elles respirent différemment. Vous venez d'entrer dans l'ère de la femme nouvelle. La première chose que vous remarquez, ce sont les cheveux, courts, très courts. La coupe à la garçonne, audacieuse, provocante, moderne, fait scandale partout où elle apparaît. Certains la qualifient d'insulte à la féminité, d'autres d'acte de liberté. Mais pour celles qui la portent, c'est bien plus qu'un style, c'est une rupture, un manifeste silencieux, une façon de dire « je décide qui je suis ». Ces cheveux courts révèlent le cou, affinent la nuque, donnent du caractère au visage. Ils libèrent les femmes du poids des longues tresses, des heures de coiffure. Ils offrent un sentiment de légèreté, de mouvement, d'indépendance. Les hommes restent bouche bée. Les mères crient au scandale. Les journaux s'enflamment. Mais la mode est lancée, et elle est irréversible. Suivez ces femmes nouvelles dans les rues de Paris. Elles portent des robes qui ne ressemblent à rien de ce que la ville a connu auparavant. Courtes, droites, souples, à taille basse. Elles révèlent les jambes. Elles jouent avec les lignes. Elles glissent sur le corps au lieu de le serrer. Elles ont été créées pour danser, pour marcher vite, pour vivre. Chanel notamment révolutionne tout. Elle libère le mouvement, supprime les corsets, simplifie les silhouettes, invente la modernité. Dans les vitrines du Printemps et des galeries Lafayette, les mannequins affichent fièrement ces nouvelles tenues. Les clientes hésitent d'abord, puis succombent. Les jeunes femmes sont fascinées, les plus âgées outrées. Les hommes oscillent entre admiration et incompréhension. Mais chaque semaine, un peu plus de robes courtes apparaissent dans les rues. Et ce n'est pas tout. Les femmes se maquillent, pas seulement pour sortir dans les grands soirs, pas seulement pour séduire. Elles se maquillent pour elles-mêmes. Elles tracent une ligne de colle, poudrent leurs joues, peignent leurs lèvres en rouge vif. Elles deviennent visibles, trop visibles, diront certains. Assez visibles, diront-elles. Les parfums aussi changent, plus audacieux, plus complexes.
Coco Chanel lance le numéro 5 en 1921. Un choc olfactif. Un parfum abstrait, puissant, moderne. Les femmes l'adorent. Les hommes le redoutent. Les moralistes le détestent. Mais Paris ne parle que de ça. Les femmes fument en public. Elles boivent des cocktails. Elles enlèvent leurs gants. Elles conduisent une automobile, parfois même une moto. Elles marchent seules le soir. Elles discutent sans chercher l'approbation de quiconque. Elles rient fort. Elles prennent de la place. Elles vivent. Et chaque geste, si simple pour nous aujourd'hui, est alors une bombe sociale. Installez-vous quelques minutes dans un café des grands boulevards. Observez-les entrer. Leur marche est assurée. Leur regard, direct. Elles prennent un tabouret au comptoir, commandent un café, croisent les jambes, allument une cigarette. Les hommes autour les dévisagent. Certains avec admiration, d'autres avec condescendance, d'autres encore avec colère. La présence d'une femme seule au café est un acte politique, même si personne ne le dit. Les journaux s'en mêlent. On écrit des articles enragés contre les jupes courtes, les cheveux courts, les fumeurs féminins. On parle de crise de la féminité, de dangereuse américanisation, de perte des valeurs. On accuse les femmes de vouloir ressembler aux hommes. On les accuse surtout de ne plus vouloir rester à leur place. Mais Paris s'en moque. Paris avance. Paris adopte ces femmes nouvelles avec la même énergie qu'elle adopte le jazz, la publicité, les néons. Avec surprise, parfois avec choc, mais toujours avec fascination. Dans les ateliers de Montparnasse, les artistes s'en inspirent. Ils peignent leurs nouvelles silhouettes, leur audace, leurs gestes libres. Dans les cabarets, les danseuses multiplient les provocations. Dans les grands magasins, les vendeuses adoptent les nouvelles coupes de cheveux dès qu'elles le peuvent. Dans les universités, les étudiantes osent lever la voix. Et dans les rues populaires, même les ouvrières, même les couturières, même les domestiques s'approprient un détail. Une jupe un peu plus courte, une frange, un rouge à lèvres, un col marin. Le changement n'est pas réservé à l'élite. Il se diffuse partout, par petites touches, comme une contagion irrésistible. Ce qui vous frappe, en observant ces femmes, c'est qu'elles ne cherchent pas à séduire. Ou du moins, pas seulement, elles cherchent à vivre, à respirer, à dire au monde « Je ne suis pas l'ombre de quelqu'un, je suis moi ». Leur simple présence bouscule l'ordre établi. Leur liberté est un affront pour certains, un rêve pour d'autres. Les cafés, les rues, les théâtres, les salles de danse deviennent leur terrain de jeu. Leur révolution est silencieuse, mais elle est visible partout. Et elle provoque ce que toute révolution provoque, de l'admiration, de la peur, du scandale. À Montmartre, les femmes artistes vont plus loin encore. Elles posent dans les ateliers, créent avec leurs propres œuvres, prennent des amants, quittent des maris, écrivent des poèmes, se moquent des conventions. Elles se coiffent, se décoiffent, dansent pieds nus, osent des tenues inimaginables. Ici, la bohème encourage tout. Montmartre ne juge jamais. Au fur et à mesure que vous avancez dans Paris, vous réalisez que ces femmes-là ne sont pas simplement à la mode. Elles sont le présage d'un monde nouveau. Elles incarnent la modernité plus que les néons, plus que les voitures, plus que les affiches publicitaires. Elles la portent dans leur démarche, dans leur voix, dans leur façon de regarder la ville. Elles ne sont plus des héroïnes de salon. Elles deviennent les héroïnes du quotidien. Et bientôt, vous découvrirez que leur révolution n'est pas seulement esthétique, elle est sociale. Elle transforme le travail, la famille, la sexualité, l'éducation, la place des femmes dans l'espace public. Elles ne changent pas seulement leur apparence, elles changent Paris. Pour comprendre l'ampleur de la transformation des années 1920, il ne suffit pas de regarder les cheveux courts, les robes droites ou les lèvres rouges. Il faut regarder les femmes dans leur vie quotidienne. Là où leur révolution est la plus discrète, mais aussi la plus profonde. Là où elle dérange, où elle inquiète, où elle bouleverse tout un ordre social vieux de plusieurs siècles. Vous croisez une femme nouvelle dans la rue. Elle marche d'un pas décidé, sac à main sous le bras, cigarette entre les doigts. Elle ne demande l'autorisation de personne. Elle a un travail, un vrai, un salaire à elle. Une autonomie qui, il y a 10 ans encore, aurait semblé impensable. Cette simple image résume la transformation du monde. Car oui, les femmes travaillent.
Elles travaillent en masse. Elles travaillent partout. Elles sont vendeuses dans les grands magasins, secrétaires, téléphonistes, sténodactylos, infirmières, professeurs, journalistes, employés de bureau, caissières. Dans certaines usines, elles tiennent des postes que les hommes ne veulent plus ou ne peuvent plus occuper. La guerre les a poussées dans le monde du travail. La paix ne les en fera plus sortir. Elles gagnent peu, souvent très peu. Elles travaillent beaucoup, parfois plus que les hommes. Elles sont surveillées, jugées, infantilisées par leur hiérarchie. Elles doivent être irréprochables, ne pas rire trop fort, ne pas s'asseoir trop longtemps, ne pas répondre, ne pas exiger. Et pourtant, malgré tous ces obstacles, elles avancent, elles s'accrochent, elles ne cèdent rien. Elles découvrent une liberté qui passe par un simple billet de banque qu'elles ont gagné elles-mêmes. Dans les bureaux modernes des compagnies parisiennes, les salles sont pleines de dactylos. Elles tapent à une vitesse vertigineuse, les doigts dansant sur les touches métalliques. Le clac-clac de la machine à écrire est le rythme du monde moderne. C'est le son de la femme nouvelle au travail. Les patrons parlent d'elle comme de petites mains rapides. Ils ne comprennent pas encore qu'elles changent Paris bien plus que les machines qu'elles utilisent. D'autres femmes choisissent des chemins plus ambitieux. Études universitaires, écoles d'art, médecine, droit, littérature. Rien n'est simple, les places sont rares, les regards lourds, les professeurs souvent sceptiques. On leur répète qu'elles n'ont pas l'esprit scientifique, qu'elles ne devraient pas s'épuiser à vouloir égaler les hommes. Elles ignorent, elles continuent, elles franchissent les portes des amphithéâtres comme on franchit une frontière. Et puis, il y a les femmes, qui n'ont pas de titre, pas de diplôme, mais beaucoup de courage. Les couturières, les blanchisseuses, les domestiques. Elles gagnent peu, mais elles gagnent. Ce simple fait, travailler pour soi, tenir son foyer grâce à son propre effort, est déjà une révolution. Mais cette autonomie ne concerne pas seulement le travail. Elle touche aussi les loisirs. Les femmes sortent seules au cinéma. Elles vont au café, au théâtre, au musée. Elles vont au bal sans chaperon. Elles prennent le métro sans crainte. Elles essaient des activités nouvelles, natation, danse moderne, vélo, tennis. Certaines osent même fumer en marchant dans la rue, symbole absolu de provocation à l'époque. Chaque geste est une déclaration. Et bien sûr, cette liberté nouvelle provoque des scandales. Beaucoup. Les journaux conservateurs parlent de décadence féminine. Les moralistes crient à la catastrophe. Les médecins publient des articles absurdes sur les dangers du rouge à lèvres. Des politiciens affirment que les jupes courtes conduisent la nation à sa perte. Les caricaturistes dessinent des femmes à la garçonne comme des diablesses moqueuses. Mais les femmes nouvelles n'écoutent plus ces voix-là. Elles ont trop vécu, trop perdu, trop gagné pour revenir en arrière. Dans certains salons bourgeois, on critique, on commente, on s'inquiète. On dit « les jeunes femmes ne respectent plus rien ». Dans d'autres salons, on admire secrètement, on imite doucement, on adopte discrètement un parfum moderne, une coiffure plus courte, un collier audacieux. La révolution visuelle s'infiltre partout. Elle est lente parfois, mais irrésistible. Vous suivez maintenant une jeune femme dans les rues de Paris. Elle travaille toute la journée, gagne un salaire misérable, rentre dans un appartement minuscule. Mais le soir, elle s'offre un cinéma ou un thé dansant avec ses amis. Elle n'a plus besoin d'un homme pour sortir, pour manger, pour vivre. Elle gère son budget, ses envies, ses sorties. Elle existe pour elle-même. Et cette simple réalité bouleverse tout. Les relations amoureuses changent, les mariages se transforment, la sexualité devient moins taboue. Les femmes choisissent, négocient, refusent. Elles osent dire non. Elles osent dire oui. Cela suffit pour affoler toute une société encore figée dans le siècle précédent. Les femmes modernes inspirent aussi les artistes. Elles deviennent les muses des peintres, les héroïnes des photographes, les modèles des affichistes. Leur silhouette longue, fluide, audacieuse apparaît sur les affiches de parfums, de cigarettes, de théâtre, de vêtements. Elles deviennent les symboles vivants de la modernité. Ce qui frappe surtout, c'est leur regard. Avant, les portraits en féminin baissaient les yeux. Maintenant, elles regardent droit devant. Elles ne s'excusent pas d'être là. Elles s'affirment, elles dérangent, elles fascinent. Et pourtant,
Malgré cette transformation, malgré cette liberté croissante, malgré cette audace nouvelle, une ombre persiste, une ombre profonde, une ombre que les femmes connaissent bien. L'insécurité, la peur dans certaines rues, le danger à la nuit tombée, la violence sourde qui circule dans un Paris encore instable. Car la ville, qui s'illumine de fêtes et de modernité, est aussi celle où rôdent les bandes, les proxénètes, les voleurs, les violeurs. Le Paris de la liberté féminine est aussi celui des risques. Et cette réalité-là, vous allez la découvrir dans le chapitre suivant. La femme nouvelle avance, fière, libre, mais toujours dans une ville où l'ombre n'est jamais loin. Après avoir côtoyé la lumière des cabarets, la liberté des femmes nouvelles et l'effervescence des bals, il faut maintenant descendre dans un autre Paris. Un Paris que l'on préfère généralement ignorer. Un Paris que les touristes ne verront jamais et que les Parisiens eux-mêmes traversent d'un pas rapide, sans s'attarder, sans regarder autour d'eux. Un Paris fait de ruelles étroites, de trottoirs brisés, de murs humides, de fenêtres cassées. Vous entrez dans les bas-fonds de Paris, un labyrinthe d'ombre où rien n'est ce qu'il semble être. La première chose qui vous frappe, c'est le silence étrange de certaines rues. Le Paris du jour est bruyant, saturé de vie. Mais le Paris nocturne des quartiers populaires se fait discret, presque menaçant. Les réverbères vacillent, les pavés luisent d'humidité, les silhouettes avancent vite, la tête baissée. On ne traîne pas ici sans raison. On ne parle pas sans prudence. Les murs semblent écouter. La population de ces quartiers vit dans la pauvreté la plus brute. Les immeubles sont insalubres, les escaliers dangereux, les pièces minuscules. Dans certaines rues de Belleville, de Ménilmontant, de la Villette ou des abords du canal Saint-Martin, les familles s'entassent assises dans une seule chambre. Les matelas sont posés au sol, les fenêtres ferment mal, l'eau coule rarement. L'odeur de bois brûlé se mêle à celle de la soupe, du linge humide et de la misère. C'est dans ces lieux que s'activent les Apaches, ces bandes de jeunes hommes qui terrorisent la ville depuis le début du siècle. Ils ont moins de 20 ans, parfois même 17. Leurs cheveux sont gominés, leurs sourcils froncés, leurs casquettes tirées bas. Ils marchent avec une assurance inquiétante, à la fois détendus et prêts à bondir. Leur nom vient de la presse, qui les compare, avec mépris, aux tribus amérindiennes. Eux, ils s'en fichent. Ils aiment l'image qu'on leur prête. Les Apaches raquettent, volent, agressent, revendent tout ce qu'ils peuvent. Ils traînent dans les bals douteux, dans les entrepôts désaffectés, dans les impasses mal éclairées. Une simple rencontre avec eux peut tourner mal. Quelques mots mal placés, un regard de trop, une mauvaise heure, et le couteau sort. Ils se battent avec des chaînes, des lames, des poings américains. Leur violence est rapide, brutale, imprévisible. Plus loin, dans le même Paris mais dans une autre réalité, vous croisez les prostituées. Elles sont nombreuses, très nombreuses. Certaines travaillent dans les maisons closes officielles, les maisons de tolérance, reconnaissables à une lanterne rouge. D'autres se postent sur les trottoirs, sous la pluie, sous le vent, sous les regards. Elles négocient quelques francs, parfois moins. Elles ne sont pas protégées, elles risquent tout. La violence, la maladie, la police, les proxénètes. Elles marchent beaucoup, elles parlent peu, elles voient tout. Vous apprenez vite à reconnaître les macs, les souteneurs, élégants mais trop nerveux, souriants mais trop vigilants. Ils surveillent leurs filles, encaissent l'argent, protègent autant qu'ils menacent. Certains sont des Apaches devenus professionnels. D'autres dirigent de véritables petits empires clandestins. Dans un coin mal éclairé, un homme compte des billets. Dans un autre, une jeune prostituée de 16 ans attend un client en serrant son manteau troué. Dans un troisième, une femme regarde le vide, immobile, comme si elle avait quitté son propre corps. L'ombre avale tout. Plus vous avancez, plus le décor devient sombre. Vous entendez des bruits étranges, une course, un éclat de voix, un rire nerveux, un verre brisé. Le canal reflète des lueurs tremblantes. On dit que certains y jettent des objets compromettants. D'autres y ont de plus sombres choses. Le trafic est partout. De l'alcool clandestin, de l'opium venu des ports, des objets volés, des bijoux arrachés à la hâte dans les beaux quartiers. Les marchés noirs se tiennent dans les arrière-cours, dans les caves,
derrière des portes trop bruyantes. Mais derrière cette violence, derrière cette misère, il y a des histoires humaines, des destins brisés, des rêves avortés. Beaucoup de ces jeunes filles, de ces hommes perdus, de ces enfants livrés à eux-mêmes, ne voulaient pas tomber là. Ils y ont glissé, par nécessité, par malchance, par absence d'avenir. Un jeune homme vous regarde passer. Il n'a pas plus de 18 ans. Ses mains tremblent légèrement. Ses yeux racontent la faim, le froid, la solitude. Pourtant, il sourit. Un sourire plein de défis. Il est un apache, oui, mais il est aussi un enfant que Paris a oublié. Les policiers ne s'aventurent pas ici seuls. Ils patrouillent par 2, parfois par 3. Nerveux, mais habitués. Ils connaissent chaque ruelle, chaque visage, chaque coin dangereux. Mais ils savent qu'ils ne contrôlent rien totalement. Paris, la nuit, appartient à ceux qui la vivent. Dans ce Paris des bas-fonds, la frontière entre victime et bourreau, entre survivre et sombrer, entre crime et nécessité, est floue, très floue. Et c'est ce qui rend ces rues si dangereuses, si imprévisibles, si profondément humaines. Vous sortez enfin de cette ombre et vous réalisez une chose. La belle image des années folles n'existe qu'en surface. Derrière, il y a ce monde-ci, un monde dur, brutal, oublié. Un monde qui alimente les journaux, qui inquiète la bourgeoisie, qui fascine les romanciers. Il fallait le voir pour comprendre Paris. Il fallait le traverser pour comprendre la suite. Vous avez traversé les bas-fonds, senti cette tension sourde, cette violence prête à éclater, cette misère qui colle au pavé. Maintenant, suivez-moi dans un autre univers, celui de ceux qui tentent, chaque nuit, de maintenir Paris en place. La police, les inspecteurs, les brigades, les hommes de l'ombre chargés d'empêcher la ville de sombrer dans le chaos. Vous les voyez arriver au petit matin, après une longue nuit de patrouille, des hommes fatigués, les yeux à moitié fermés, les épaules voûtées par le froid. Certains boivent un café brûlant dans une tasse métallique, d'autres fument en silence en regardant le soleil se lever sur les toits. Ces policiers-là connaissent Paris mieux que quiconque. Ils ont marché dans toutes ces rues, fouillé toutes ces ruelles, vu tout ce que la ville a de plus sombre, de plus triste, de plus dangereux. La police parisienne, en 1920, est en pleine transformation. C'est une institution ancienne, mais qui entre, bon gré, mal gré, dans la modernité. Au quai des Orfèvres, le cœur du système, les inspecteurs du 36 travaillent, sans relâche. Le bâtiment sent le tabac froid, l'encre, le café rassis et la fatigue humaine. Les bureaux sont encombrés de dossiers, de photos, de rapports griffonnés à la hâte. Les téléphones sonnent bruyamment. Des témoins attendent dans les couloirs, nerveux. Des suspects patientent, menottés, dans des salles étouffantes. Les inspecteurs portent souvent des manteaux trop grands, des chapeaux enfoncés, des chaussures usées par les kilomètres. Ils ne sont pas des héros de cinéma. Ils sont épuisés, sous-payés, sous-estimés. Mais ils tiennent la ville debout, à leur manière. La modernisation commence à s'imposer. Vous voyez un technicien manipuler une machine à empreinte digitale. Une révolution. La police française adopte la dactyloscopie, une méthode qui change tout. Les criminels peuvent être identifiés plus rapidement, plus sûrement. Les fichiers sont encore rares, mais ils grandissent chaque jour. Le progrès s'installe. Dans une autre pièce, des officiers comparent des balles tirées lors d'un meurtre avec des armes saisies. Ils notent, mesurent, observent les stries du métal. La science entre lentement dans les enquêtes. C'est imparfait, c'est nouveau, mais c'est un pas vers le futur. Les brigades mobiles, surnommées les brigades du Tigre en hommage à Clémenceau, deviennent un élément clé de la lutte contre le crime. Elles se déplacent en voiture, un luxe pour l'époque, et peuvent intervenir rapidement d'un bout à l'autre de la ville. Elles enquêtent sur les bandes organisées, les trafics, les cambriolages audacieux. Leur présence inquiète les criminels. Leur efficacité n'est pas parfaite, mais elle est impressionnante pour l'époque. Dans les ruelles, vous croisez les agents en uniforme. Leur travail est différent. Ils patrouillent, surveillent, interviennent sur les disputes, les bagarres, les vols. Ils sont le premier rempart entre la population et le danger. Ils ont parfois peur. Ils n'ont pas la formation des inspecteurs. Ils doivent improviser. Ils doivent décider vite.
parfois trop vite. La tension est constante. Un pas de travers et tout peut basculer. Vous les suivez dans une descente dans un bar clandestin. Les portes s'ouvrent brusquement, les voix s'élèvent, les clients protestent, les policiers crient. On fouille, on saisit des bouteilles illégales, on arrête 2 hommes recherchés. Le bar se vide, la peur circule. Certains se cachent sous les tables. Le patron hurle. Les policiers restent calmes, presque mécaniques, ils ont l'habitude. Mais parfois, les policiers sont dépassés. Le Paris de 1920 est trop vaste, trop rapide, trop multiple. Les bandes d'Apaches sont imprévisibles. Elles se déplacent vite, changent de territoire, disparaissent dans les ruelles comme des ombres. Les réseaux de prostitution sont protégés par des souteneurs violents. Les trafics viennent des ports, des gares, des villes voisines. La criminalité est mobile. La police, encore limitée, peine à suivre. Et puis, il y a les erreurs, les injustices, les bavures. Les innocents arrêtés par précaution. Les coups mal placés. Les abus discrets que personne ne raconte. Le système est loin d'être parfait. La presse s'en mêle. Elle critique la police quand elle échoue, la félicite quand elle réussit, exagère surtout, toujours. Les faits divers deviennent un spectacle permanent. Chaque meurtre, chaque vol, chaque rixe est raconté avec passion, avec dramatisation. Les journaux vendent la peur. Paris devient une scène où le crime est montré comme un théâtre noir. Et pourtant, malgré tout cela, malgré la difficulté, malgré les limites, la police tient. Elle s'adapte, elle modernise ses méthodes. Elle apprend à connaître les bas-fonds comme un médecin connaît les maladies. Un inspecteur s'approche de vous. Il a l'air épuisé. Il sourit à peine. « Paris », souffle-t-il, « c'est comme un animal. Quand on croit le comprendre, il change. » Il remonte son col, allume une cigarette, repart dans la nuit. Et vous réalisez que sa phrase résume tout. Paris n'est jamais totalement sûr, jamais totalement dangereux. C'est un équilibre instable, un duel permanent entre l'ombre et la lumière. Ce duel vous amène maintenant à découvrir une autre face de la ville. La face brillante, moderne, presque arrogante, celle de l'argent, de la publicité, de la technologie naissante. C'est là que vous allez maintenant. Imaginez maintenant Paris non plus comme un théâtre populaire, ni comme une scène artistique, ni comme une ville déchirée entre lumière et bas-fond, mais comme une machine moderne, une capitale en pleine accélération. Car dans les années 1920, derrière les façades haussmanniennes, quelque chose de nouveau apparaît. La vitesse. Une vitesse économique, technologique, visuelle. Une vitesse qui transforme chaque rue, chaque geste, chaque rêve. Vous sortez du métro à Opéra et immédiatement, vous sentez la différence. Les trottoirs sont pleins de monde. Les voitures klaxonnent, les vitrines brillent, les journaux affichent des titres énormes, parfois criards. Les grands magasins ressemblent à des temples modernes, illuminés de milliers d'ampoules. Le Paris qui s'étire devant vous n'est plus celui de 1910, c'est celui du futur. La publicité vous saute au visage, sur les murs, sur les tramways, dans les journaux, sur des panneaux improvisés, partout. Des affiches colorées vantent des cigarettes, des savons, des parfums, des automobiles, des chocolats. Les affichistes, Cappiello, Cassandre, Loupeau, transforment Paris en un musée à ciel ouvert. Leurs images sont simples, frappantes, efficaces. Un diable rouge pour une liqueur, une femme en robe verte pour un parfum, un clown jaune pour un cirque. Le message, la modernité est là, prenez-la. Les Parisiens sont fascinés. Derrière chaque affiche, il y a une promesse. Derrière chaque promesse, un désir. Et le désir est la nouvelle monnaie. Les banques se multiplient, ouvrent des agences dans les quartiers vivants. On y voit des hommes en costume déposer leurs gains, signer des contrats, emprunter pour acheter un appartement ou une voiture. La bourgeoisie rêve en grand. Les classes moyennes espèrent grimper. Les ouvriers, eux, observent ces vitrines avec un mélange de distance et de curiosité. Ils savent que ce monde-là est encore loin pour eux, mais il influence malgré tout leurs aspirations. Les grandes entreprises se modernisent. Citroën, par exemple, révolutionne tout. Ces usines tournent à plein régime. Ces voitures deviennent accessibles à une partie de la population. Surtout,
Citroën comprend mieux que quiconque le pouvoir de l'image. En 1925, son nom est projeté en lettres de lumière gigantesques sur la tour Eiffel. La ville en parle pendant des mois. On dit même que les pilotes d'avion peuvent lire son nom depuis le ciel. Paris découvre le marketing à très grande échelle. Et ce n'est pas tout. Les technologies avancent. Les radios apparaissent dans les foyers. Les téléphones se répandent doucement. Les appareils photo deviennent plus légers. Les ascenseurs accélèrent la vie verticale des immeubles. L'électricité, surtout, change les soirées. Les rues sont plus lumineuses, les vitrines plus attractives, les nuits plus longues. Les ombres s'estompent, les couleurs éclatent. Vous marchez vers les grands boulevards. Devant vous, les cinémas affichent dans des foules immenses. Le muet triomphe. Les acteurs deviennent des idoles. Max Linder, Douglas Fairbanks, Mary Pickford. Des milliers de Parisiens entrent dans les salles pour 1 heure ou 2 de rêve. Pour oublier la fatigue, la misère, la guerre, la solitude. Le cinéma devient un refuge, un temple moderne, une école de désir, une machine à fabriquer de l'imaginaire. Le commerce aussi change. Les grands magasins inventent les soldes, les vitrines thématiques, les démonstrations publiques. On organise des défilés de mode, des expositions, des promotions. On vend du rêve, du confort, du luxe, du pratique, du futur. Chaque étage est un monde, chaque rayon une tentation. Les ascenseurs en cage de verre voient passer des centaines de clientes émerveillées. La consommation devient un mode de vie. Acheter n'est plus seulement un acte, c'est une émotion, une aspiration, une preuve de modernité. Certains Parisiens résistent, critiquent, dénoncent. Ils parlent de superficialité, de décadence, d'illusion. Mais la majorité est fascinée. Comment ne pas l'être ? Les couleurs, les sons, les lumières, les odeurs. Tout pousse à désirer davantage. Les transports suivent le mouvement. Les taxis Renault sillonnent la ville. Les autobus à plateforme arrière débordent. Les lignes de métro s'étendent. Le bruit des moteurs se mêle aux conversations. Paris devient une symphonie mécanique. Le trottoir est une rivière. La rue, une mer agitée. Et les Parisiens, des nageurs exténués mais enthousiastes. Plus loin, dans un quartier bourgeois, vous entrez dans un appartement moderne. Une femme prépare le repas sur une cuisinière électrique flambant neuve. Un homme lit un journal éclairé par une lampe moderne. Un enfant joue avec un jouet importé. Le décor est simple, propre, ordonné. Rien à voir avec les quartiers populaires. Ici, la modernité n'est pas une aspiration. Elle est une réalité. Campée sur son fauteuil, la mère sourit en regardant sa radio. La famille attend le prochain bulletin d'information. Entendre une voix venir de nulle part, c'est presque magique. On écoute la météo, la politique, les faits divers, parfois même la musique. Le foyer devient un lieu connecté au reste du monde. Et dans cette modernité naissante, vous sentez un changement. Paris n'est plus seulement une ville, c'est une marque, un mythe, un produit de luxe que le monde envie. Mais cette modernité fulgurante a un prix. Elle laisse derrière elle les pauvres, les immigrés, les invisibles. Ceux que vous allez rencontrer dans le prochain chapitre. Vous êtes maintenant au cœur du Paris moderne. Celui qui scintille, celui qui ose, celui qui invente une nouvelle manière de vivre. Un Paris où l'argent circule comme jamais, où les vitrines s'attirent plus que les cathédrales, où l'imagination devient un outil commercial. Bienvenue dans la naissance de la société de consommation. La première chose que vous voyez en sortant dans la rue, ce sont les affiches publicitaires. Elles sont partout, sur les murs, sur les tramways, dans le métro, dans les journaux, sur les colonnes Maurice. Elles ne se contentent plus d'informer. Elles séduisent, elles captivent, elles hypnotisent. Les couleurs sont vives, les formes audacieuses, les slogans percutants. Les artistes de l'affiche, comme Cassandre ou Lupo, deviennent aussi célèbres que des peintres. Une femme en robe verte vante un parfum. Un enfant blond sourit pour du chocolat. Un homme élégant tire sur une cigarette dorée. Un clown gigantesque annonce un cirque. Chaque affiche raconte une histoire. Chaque histoire crée un désir. Et à Paris, le désir devient moteur. Vous marchez le long des grands boulevards. À chaque pas, vous passez devant une vitrine qui brille comme une promesse. Les grands magasins, Printemps, Galeries Lafayette, Samaritaine, ne vendent plus seulement des objets. Ils vendent une vision du monde. Leur message est simple. Le progrès est là,
Entrez, achetez, vivez mieux. À l'intérieur, c'est un temple moderne. Les comptoirs débordent de produits importés, les escaliers en fer forgé s'élèvent sous des verrières immenses. Les vendeuses présentent les nouveautés avec un sourire maîtrisé. On vend des tissus, des bijoux, des chapeaux, des jouets, des parfums, des meubles, des accessoires inimaginables 10 ans plus tôt. Et surtout, des objets modernes. Des cuisinières électriques, des aspirateurs massifs, des fers à repasser brillants, des machines à coudre plus rapides. Chaque objet promet de sauver du temps, d'apporter du confort, d'améliorer la vie. Chaque objet est une parcelle de futur à emporter chez soi. Les Parisiens, fascinés, se pressent dans les rayons. Beaucoup ne peuvent rien acheter. Mais regarder suffit à rêver. Et rêver est déjà consommé. Le cinéma joue un rôle central. Les affiches géantes annoncent les films muets. Les salles sont pleines du matin au soir. On y rit, on y pleure, on y oublie la fatigue. Les acteurs deviennent des dieux. Rudolph Valentino, Clara Bow, Max Linder. Paris se remplit de fan-clubs, de magazines de cinéma, de boutiques d'images et de cartes postales. Le cinéma crée des modèles de beauté, de comportement, de vêtements. On veut danser comme les actrices américaines. On veut s'habiller comme les héroïnes des films. On veut vivre dans un monde élégant, éclairé, moderne. Et si l'on ne peut pas y vivre, on peut au moins l'imaginer. La publicité sonore apparaît aussi. Dans certaines rues, un haut-parleur mal réglé diffuse une voix mécanique vantant un savon ou un médicament. Les passants s'arrêtent, rient, se moquent, mais la graine est plantée. La machine parle, la machine vend. Vous entrez dans une pharmacie moderne. Les étagères sont parfaitement alignées, les boîtes sont colorées, les slogans imprimés, les étiquettes standardisées. C'est l'ère de la consommation rationnelle. On achète un médicament comme un produit ménager. On fait confiance à l'emballage autant qu'au contenu. Le crédit à la consommation se développe aussi. Dans les grands magasins, on propose d'acheter en plusieurs paiements, une petite révolution. Des milliers de familles, pour la première fois, peuvent acquérir un bien sans en avoir immédiatement les moyens. Le rêve devient accessible, l'illusion aussi. La vie s'accélère. Les journaux deviennent plus épais, plus illustrés. La radio diffuse de la publicité entre les bulletins d'information. Les rues brillent la nuit, les vitrines changent chaque semaine. Les nouveautés se succèdent sans interruption. Paris entre dans un tourbillon permanent. Consommer, regarder, désirer. Acheter, jeter, remplacer, admirer, imiter, rêver. Certaines voix s'élèvent contre cette nouvelle frénésie. Des écrivains dénoncent une civilisation superficielle. Des moralistes s'indignent du gaspillage. Des ouvriers se demandent où ils se situent dans cette modernité éclatante. Mais la ville avance malgré tout. Et dans son sillage, elle laisse derrière elle des milliers de personnes qui ne pourront jamais accéder à ce rêve brillant. Ceux-là, vous allez les rencontrer dans le prochain chapitre. Les immigrés, les pauvres, les invisibles. Ceux qui font tourner la ville, mais que la ville ne regarde plus. La société de consommation a ses privilégiés, et elle a ses oubliés. Le Paris moderne, brillant, saturé de lumière et de vitrines, n'existe pas par magie. Il repose sur des milliers de bras, des milliers de vies, des milliers d'histoires silencieuses. Et parmi elles, celle des immigrés, venus de toute l'Europe et parfois d'encore plus loin, pour reconstruire une ville affamée de croissance. Suivez-moi dans ce Paris que personne ne regarde vraiment. Celui des baraquements, des chantiers, des usines périphériques, des dortoirs improvisés. Le Paris où l'on survit plus qu'on ne vit. La première communauté que vous croisez, ce sont les Italiens. Ils arrivent par familles entières, souvent depuis les régions pauvres du nord de l'Italie. Ils viennent chercher du travail et ils en trouvent beaucoup, mais mal payés, pénibles, dangereux. Vous les voyez sur les chantiers. Ils couvent dans les briques, tirent les charrettes, manient le ciment. Le soir, ils se retrouvent dans des pensions exiguës. Chantent parfois, pleurent souvent. Leur accent se mêle au français dans une musique étrange, belle et fragile. Un peu plus loin, vous découvrez les Polonais. Ils travaillent dans les mines proches de Paris, dans les fonderies, dans les ateliers métallurgiques. Des hommes robustes, fatigués, usés.
Ils envoient ça chaque mois quelques francs à leurs familles restées au pays. Leur vie est un sacrifice silencieux. Ils mangent peu, dorment peu, parlent peu. Leur dignité pourtant est immense. Vous croisez ensuite les Russes blancs, arrivés après la révolution bolchevique, des officiers ruinés devenus chauffeurs de taxi, des aristocrates qui ouvrent de petits restaurants, des femmes qui deviennent couturières. Paris les regarde avec une curiosité mêlée de pitié. Ils ont tout perdu, mais ils gardent une élégance froide, presque cassée. Certains s'en sortent, beaucoup sombrent. Puis viennent les Arméniens, rescapés du génocide. Ils arrivent avec presque rien. Ils travaillent dans les usines textiles, les ateliers de cuir, les petits commerces. Ils créent des solidarités invisibles mais solides, s'entraident, survivent. Leur histoire est une blessure profonde que Paris ignore trop souvent. Il y a aussi les Nord-Africains, Algériens, Marocains, Tunisiens. Leur présence grandit lentement, mais leur quotidien est très dur. Ils sont cantonnés aux travaux les plus épuisants. Charbon, dock, manutention, nettoyage. Ils vivent dans des pensions insalubres, parfois dans de véritables bidonvilles à la périphérie de la ville. On les regarde sans les voir. On utilise leurs bras, mais pas leur voix. Chaque soir, dans ces quartiers oubliés, une fatigue lourde s'abat. Les hommes rentrent en silence, leurs vêtements couverts de poussière, leurs mains rouges, leurs muscles douloureux. Ils retrouvent des chambres à 6, 8, 10. Ils mangent du pain dur trempé dans une soupe maigre. Ils parlent dans leur langue. Ils rient parfois. Ils écrivent des lettres à leur famille. Ils envoient de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment. Et ils s'endorment épuisés avant de recommencer le lendemain. Paris les a appelés. Paris les a accueillis. Paris les exploite aussi. Et Paris leur doit plus qu'elle ne l'admet. Dans certains quartiers, les enfants d'immigrés jouent dans les rues. Ils parlent français sans accent, mais leur peau, leur nom, leurs vêtements disent autre chose. Ils grandissent entre deux mondes. Ils appartiennent aux deux. Ils n'appartiennent à aucun. Parfois, la tension explose. Un conflit dans une taverne, une rixe sur un chantier, un ouvrier blessé, un patron insultant. La police appelée. Les journaux exagèrent, attisent la peur, accusent les étrangers de tous les maux. Et pourtant, la vérité est simple. Sans eux, Paris ne fonctionnerait pas. Sans eux, pas de chantier, pas d'usine, pas de rue pavée, pas de construction nouvelle, pas de livraison, pas de pain, pas de charbon. Le Paris moderne que vous admirez repose sur leur dos. Et malgré tout, la majorité vit dans l'ombre. Pas de bal, pas de cabaret, pas de soirée dansante, pas de robe courte, pas de jazz, pas de modernité. Leur Paris est fait de couloirs sombres, de chantiers bruyants, de chambres glaciales. Les étrangers et les pauvres se croisent parfois. Beaucoup travaillent ensemble, boivent ensemble, se battent ensemble. Ils se ressemblent dans leur invisibilité, dans leur survie, dans leur silence. À travers eux, vous comprenez une chose. Si Paris danse, c'est parce que d'autres peinent. Si Paris s'illumine, c'est parce que d'autres vivent dans l'ombre. Si Paris avance, c'est parce que d'autres restent derrière. Et dans la partie 2, vous rencontrerez ceux qui ne sont même pas dans la course. Les pauvres, les abandonnés, les épuisés, les oubliés. Ceux dont on ne parle jamais. Ceux qui ne consomment pas, ne votent pas, ne dérangent pas. Ceux qui vivent dans un Paris parallèle, fait de misère extrême et de courage invisible. Vous quittez maintenant les quartiers d'immigrés, déjà fragiles, déjà invisibles, et vous entrez dans un Paris encore plus silencieux, encore plus oublié. Le Paris des pauvres, le Paris des épuisés, le Paris des abandonnés, celui que la modernité laisse volontairement dans l'ombre. Ici, les rues semblent plus grises, plus étroites, plus lourdes. Les façades ne brillent pas, les éclairages vacillent, les odeurs sont âcres, soupe maigre, charbon humide, vêtements qui ne sèchent jamais. Les habitants avancent en silence, comme s'ils craignaient de déranger la ville qu'ils servent chaque jour. La première figure que vous croisez, c'est celle des ouvriers les plus pauvres, ceux qui n'ont pas la chance d'être employés dans les usines modernes, ceux qui vivent de petits travaux mal payés, de réparations improvisées, de journées épuisantes dans des ateliers étouffants. Ils travaillent sans contrat, sans garantie, sans avenir. Ils se lèvent tôt, très tôt,
pour trouver du travail au coin d'une rue. Les plus chanceux embarquent sur une charrette. Les autres restent debout, immobiles, invisibles. Le soir, ils rentrent dans des logements insalubres, des chambres sans fenêtres, des caves aménagées, des greniers glaciales. Dans certains immeubles, on loue un lit à la nuit. Un homme dort 8 heures, puis un autre prend sa place. La misère est un cycle, une mécanique, une habitude. Plus loin, vous croisez des mères seules, des femmes qui travaillent toute la journée, blanchisseuses, couturières, femmes de ménage, et rentrent épuisées dans une pièce minuscule avec 2, 3, 4 enfants. Elles font bouillir de l'eau dans une marmite cabossée. Elles réparent des vêtements usés. Elles surveillent les devoirs à la lumière d'une bougie. Elles se couchent tard, se lèvent tôt, n'arrêtent jamais. Elles portent Paris sur leur dos, sans jamais recevoir d'hommage ni de respect. Mais les plus vulnérables sont peut-être les enfants des rues. On les voit partout, surtout dans les quartiers populaires. Des gamins en guenilles, le visage noirci de poussière, les mains toujours tendues vers quelque chose. Un morceau de pain, un travail, une pièce, un regard. Ils vendent des journaux, cirent des chaussures, portent des seaux, courent pour livrer des lettres. Ils se faufilent dans les foules, vivent au jour le jour. Certains dorment sous les ponts, d'autres dans les escaliers d'immeubles. Quelques-uns sont adoptés par des bandes, par des hommes qui les exploitent. Oh, beaucoup n'ont pas de parents, ou plus de parents. Paris ne les voit pas, ou fait semblant. Vous croisez aussi des vieillards oubliés, assis sur un banc toute la journée. Ils parlent peu, regardent longtemps les passants, soupirent parfois. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont connu la faim, les hivers glacials, la guerre, les privations. Et maintenant, ils survivent avec presque rien. Les familles n'ont pas toujours les moyens de les aider. Les institutions non plus. Dans les quartiers les plus durs, vous voyez enfin ce qu'on appelle déjà les clochards, même si le mot choque encore. Des hommes hagards, épuisés, perdus. Certains boivent pour oublier, d'autres parlent seuls, d'autres encore dorment en plein jour, roulés dans un manteau qui ne les protège pas du froid. La plupart ont connu des drames. Accidents, guerres, ruptures, maladies, faillites. Paris est belle, mais elle s'est abandonnée. Ce qui frappe dans tous ces visages, c'est la dignité silencieuse. La résignation parfois, mais aussi la solidarité discrète. Car dans ces quartiers, vous découvrez des gestes inattendus. Une voisine qui garde les enfants d'une autre le temps d'une journée. Un boulanger qui glisse un morceau de pain à crédit. Une blanchisseuse qui partage quelques centimes. Un ouvrier qui aide un vieillard à traverser la rue. Un immigré qui héberge un compatriote. Ces solidarités sont invisibles aux yeux des riches, mais elles sont la colonne vertébrale des pauvres. Et pourtant, malgré toute cette humanité, un sentiment persiste, celui d'être en dehors du Paris moderne. Les pauvres ne consomment pas. Ils ne dansent pas dans les cabarets. Ils n'achètent pas dans les grands magasins. Ils n'écoutent pas la radio. Ils ne vivent pas dans la lumière. Ils vivent dans les interstices, dans les recoins, dans les marges. Ils sont là, indispensables mais oubliés. Ils font tourner la ville, mais la ville ne tourne pas pour eux. En traversant ces quartiers, vous comprenez mieux pourquoi Paris, dans les années 1920, est aussi un chaudron politique, parce que derrière la modernité se cachent des inégalités gigantesques, parce que derrière le rêve se cache une réalité brutale, parce que derrière l'espoir se cache la peur. Et c'est cette peur, cette tension, cette envie de changement que vous allez explorer dans le prochain chapitre, celui des idées politiques, du communisme, de la révolution et de la peur sociale. En traversant Paris, vous avez vu la joie, la fête, la misère, la modernité. Maintenant, vous devez voir autre chose, la pensée. Car dans les années 1920, Paris n'est pas seulement une ville qui danse, c'est une ville qui débat, qui s'enflamme, qui se divise, qui s'inquiète. Une ville où chaque café peut devenir une tribune politique. Une ville où chaque réunion peut virer à l'émeute. Vous entrez dans cette France d'après-guerre où les idées s'entrechoquent comme jamais. La première force que vous rencontrez, c'est la gauche radicale, les communistes, les socialistes révolutionnaires, les anarchistes. Des hommes et des femmes qui regardent la misère, le chômage, les inégalités, et qui se disent
que quelque chose doit changer. Beaucoup sont ouvriers, pauvres, intellectuels engagés, anciens combattants amers, immigrés politisés. Ils croient à l'égalité, à la justice, au pouvoir du peuple. Ils se réunissent dans des caves, dans des salles municipales, dans des arrière-cafés. Ils parlent de Marx, de Lénine, de la révolution russe, comme d'une bougie allumée dans les ténèbres. Dans une salle enfumée, vous entendez un orateur haranguer la foule. Si les ouvriers ont reconstruit la France, ils doivent la gouverner. Les applaudissements fusent. Les visages sont graves, tendus, passionnés. Plus loin, un groupe d'anarchistes distribue des tracts. Leur message est simple. Pas de patron, pas d'État, pas de hiérarchie. Une société libre, autogérée, où chacun serait autonome. Leur rêve semble impossible, mais il inspire. Il dérange aussi. À l'autre bout du spectre, vous rencontrez la droite nationaliste, monarchiste, parfois ouvertement violente. Des hommes en costume sombre, assis dans des cafés feutrés, parlent de reconstruire la grandeur française. Ils détestent les communistes, méprisent les étrangers, regrettent l'ancien régime. Certains veulent un chef fort, d'autres veulent un roi. Tous redoutent une révolution. Entre ces deux pôles, vous trouvez la gauche républicaine, modérée, humaniste, défendant les travailleurs, mais refusant la violence. Ses membres sont enseignants, fonctionnaires, journalistes, avocats. Ils veulent des réformes, pas un renversement. Mais leur voix est souvent étouffée entre les extrêmes. Et puis, il y a la droite conservatrice, bourgeoise, catholique, attachée aux traditions. Elle observe la modernité avec méfiance. Les femmes nouvelles l'inquiètent, le jazz l'agace, les affiches publicitaires la choquent, les grèves l'exaspèrent. Elle veut l'ordre, la stabilité, la continuité. Ces quatre blocs ne cohabitent pas paisiblement. Ils s'affrontent dans les journaux, dans les universités, dans les usines, dans les rues. Et le terrain le plus sensible, le plus explosif, c'est le monde ouvrier. Dans certaines usines, les tensions sont quotidiennes. Les salaires stagnent, les prix explosent, les conditions restent dures. Les ouvriers réclament plus, ils réclament mieux. Les grèves se multiplient, dans les transports, dans les mines, dans les usines. Paris se bloque, Paris s'arrête, les tramways sont immobilisés, les journaux ne sortent plus, les ateliers ferment, les rues se remplissent de cortèges. On crie des slogans, on brandit des pancartes, on avance en masse. Certains cortèges sont joyeux, presque festifs. D'autres sont tendus, très tendus. Il suffit d'une pierre, d'un coup de sifflet, d'un malentendu. Et tout bascule. Les forces de l'ordre interviennent, parfois calmement, parfois violemment. Des coups pleuvent, des barricades s'improvisent, des pavés volent, des vitres explosent, des blessés tombent. Dans les cafés, on discute de tout cela avec passion. On refait le monde. On cherche des coupables. On rêve de changement. On craint le chaos. Chaque groupe a son journal. Chaque journal a sa vérité. Chaque vérité a ses ennemis. Vous feuilletez un quotidien communiste. Il accuse les riches de tout. Vous en ouvrez un de droite. Il accuse les ouvriers de tout. Un autre accuse les étrangers. Un autre accuse les femmes modernes. Un autre accuse la publicité, la décadence, l'américanisation. La France cherche des réponses. Elle trouve surtout des adversaires. Paris semble calme la journée. Mais sous la surface, tout bouillonne. Les idées brûlent, les tensions montent, les colères se taisent avant de gronder à nouveau. Et vous réalisez soudain une chose essentielle. Si la France s'effraie à ce point, c'est parce qu'elle se souvient. Elle se souvient de 1789. Elle se souvient de 1848. Elle se souvient de la Commune de 1871. Elle sait que Paris peut basculer du jour au lendemain. C'est cette peur ancienne, profonde, presque instinctive, qui va nourrir la deuxième partie de ce chapitre, celle des fantasmes, des peurs sociales, des inquiétudes collectives. Après avoir traversé les mouvements politiques, les grèves, les discours, il faut maintenant plonger dans l'atmosphère plus invisible de l'époque. La peur collective, la peur sociale, la peur sourde qui rampe sous les façades haussmanniennes et sous les lumières des cabarets. Car les années folles, derrière leur apparence joyeuse,
sont aussi des années de doutes profonds. Paris danse, oui, mais Paris tremble aussi. La première peur, la plus forte, la plus obsédante, c'est la peur du communisme. La révolution russe est encore récente. On raconte que là-bas, les riches ont été chassés, les palais pillés, les familles dispersées. Les journaux de droite entretiennent cette panique, exagèrent tout, inventent même parfois. Dans les salons bourgeois, on murmure « et si ça arrivait chez nous ?» La moindre grève, la moindre émeute, le moindre cortège ouvrier suffit à réveiller ce cauchemar. Les vieilles dames serrent leurs colliers. Les hommes d'affaires protègent leurs portefeuilles. Les rentiers surveillent leurs biens immobiliers. Le mot « bolchevique » devient une insulte, un symbole, un monstre tout droit sorti de l'imaginaire collectif. Dans les cafés populaires, au contraire, certains rêvent d'une révolution. Les ouvriers parlent de justice sociale. Les anciens soldats parlent de reconnaissance. Les jeunes parlent d'espoir. Mais même eux ont peur. Peur de la répression, peur de la violence, peur de l'inconnu. La France est coupée en deux visions adverses du futur. Et Paris en est le champ de bataille mental. La deuxième peur, c'est celle de la crise économique, car les années folles n'ont de folle que leur façade. La réalité économique est fragile, instable. L'inflation grignote les salaires. Le franc monte, descend, remonte, s'effondre. Les journaux annoncent des faillites, des menaces de krach, des scandales financiers. Un jour, tout semble aller bien. Le lendemain, une banque s'effondre. Les marchés tremblent. Les épargnants paniquent. Dans les familles très modestes, on cache les pièces sous un matelas. Dans les familles bourgeoises, on surveille la bourse comme un pouls malade. Tout le monde craint qu'un jour, la modernité finisse par se retourner contre la population. Puis, il y a la peur des transformations sociales, plus profonde encore. Les femmes nouvelles, avec leurs cheveux courts, leurs robes courtes, leurs cigarettes, incarnent pour beaucoup une menace. L'ordre ancien se fissure. Les codes s'effondrent. Les hommes se sentent déstabilisés, parfois diminués. Les moralistes prédisent la fin de la famille, la fin de la morale, la fin de la France. Les femmes modernes, elles, avancent. Mais elles avancent dans un climat où leur liberté dérange autant qu'elle fascine. Ajoutez à cela la peur des immigrés. La presse exagère les faits divers. Les discours politiques dramatisent la présence étrangère. On accuse les Polonais de voler le travail. On accuse les Italiens d'être violents. On accuse les Russes de complot. On accuse les Nord-Africains d'être inassimilables. La xénophobie n'est pas uniforme, mais elle progresse. Elle se glisse dans les conversations, dans les caricatures, dans les éditoriaux, dans les soupirs du quotidien. Et, paradoxalement, alors que Paris se modernise, une autre peur s'installe, la peur du monde moderne lui-même. Les machines prennent la place des artisans. Les voitures remplacent les chevaux. Les radios envahissent les foyers. Les lumières électriques transforment les nuits. Les écrans de cinéma hypnotisent les foules. Tout va trop vite. Certains admirent, d'autres paniquent. Le progrès nous dépasse, entend-on souvent. Le monde n'a plus d'âme. La modernité a des vainqueurs. Elle a aussi des perdants. Et ces perdants regardent Paris briller, avec un mélange d'envie, de colère, de tristesse et de résignation. Enfin, il y a la peur du souvenir, la peur du passé, la peur du retour de la guerre. Parce que derrière les rires, derrière les fêtes, derrière les coupes de champagne, il y a une cicatrice immense. Une cicatrice de millions de morts. Une cicatrice de familles détruites. Une cicatrice de visages brisés, de corps amputés, de nuits hantées. Les gueules cassées sont là pour le rappeler. Les invalides dans les rues aussi. Les veuves, les orphelins. Les hommes qui tremblent la nuit. Les familles silencieuses autour d'une photo. La guerre est finie, dit-on, mais tout le monde a peur qu'elle recommence. Cette peur-là est la plus invisible. Mais c'est elle qui donne aux années folles leur intensité. On danse pour oublier, on boit pour adoucir, on rit pour repousser, on consomme pour se rassurer, on fuit en avant pour ne pas regarder derrière. Paris avance ainsi entre espoir et peur, entre désir et inquiétude, entre lumière et ombre. Et dans ce mélange, cette vibration, cette fragilité extrême, naît ce que vous découvrirez dans le dernier chapitre, l'héritage des années folles, ce qu'elles ont laissé, ce qu'elles ont promis, ce qu'elles ont perdu,
et ce qu'elles ont transmis pour toujours. Vous arrivez maintenant au terme de ce voyage dans le Paris des années 1920. Vous avez vu la fête, la misère, la violence, la modernité, les idées, les peurs. Pour comprendre l'héritage des années folles, il faut rassembler toutes ces pièces, les ombres comme les lumières, et regarder ce qu'elles ont laissé derrière elles. Car malgré leurs contradictions, malgré leurs excès, malgré leurs illusions, les années folles ont transformé Paris pour toujours. La première trace laissée par cette décennie, c'est la liberté. Une liberté nouvelle, puissante, encore fragile, mais bien réelle. Les femmes en sont le symbole le plus éclatant. Elles ne reviendront jamais totalement en arrière. Les jupes longues ressurgiront peut-être, les coiffures changeront, les modes tourneront. Mais l'élan profond, lui, ne s'effacera pas. La voix des femmes est entrée dans la vie publique. Leur présence dans le travail est devenue normale. Leur liberté vestimentaire, leur indépendance, leur place dans l'espace social sont acquises. Pas partout, pas pour toutes, mais suffisamment pour que plus personne ne puisse les effacer complètement. Vous marchez dans une rue de Paris et vous imaginez toutes celles qui passeront après. Les étudiantes, les avocates, les artistes, les ouvrières, les militantes. Toutes héritent de l'audace des femmes à la garçonne, des dactylos émancipés, des danseuses du soir, des pionnières des années 1920. La deuxième trace, c'est l'art. Jamais Paris n'a été aussi fertile, aussi explosif, aussi inventif. Les ateliers de Montparnasse, les clubs de Montmartre, les studios, les galeries, les cafés littéraires ont servi de creuset à une révolution culturelle. Les peintres ont osé casser les formes, les écrivains ont osé briser les règles, les musiciens ont mélangé les traditions, les photographes ont capturé un monde qui changeait plus vite qu'eux-mêmes. Le jazz, surtout, a laissé une empreinte indélébile. Cette musique venue d'ailleurs, portée par des artistes afro-américains que Paris accueillait mieux que leur propre pays, a transformé la nuit. Elle a donné un rythme à l'époque. Elle a ouvert des portes. Elle a révélé que la culture n'a pas de frontières, pas de couleurs, pas de limites. Et ce simple principe, que l'art appartient à tous, perdure jusqu'à vous. Vous avancez maintenant vers les vitrines d'un grand magasin. Vous comprenez que la consommation, malgré ses excès, a laissé un héritage bien plus large. Elle a démocratisé le confort moderne. Elle a introduit des objets indispensables à votre quotidien. L'électricité dans les foyers, les appareils ménagers, les vêtements prêts à porter, les produits d'hygiène, les jouets standardisés, les meubles accessibles. La publicité aussi, malgré son côté manipulateur, a créé une nouvelle forme de communication. Les affiches, les slogans, les couleurs, les images ne sont plus seulement des décors. Elles définissent le paysage mental du XXe siècle. Dans les années 1920, Paris a compris que le futur serait visuel. Cette intuition a traversé les décennies. Elle a façonné votre monde actuel. Mais l'héritage le plus puissant est peut-être le goût de la vitesse et du progrès. Pour la première fois, la majorité des Parisiens ont senti qu'ils vivaient dans un siècle différent. Un siècle rapide, nerveux, électrisé. Ils ont vu des voitures remplacer les chevaux, des ascenseurs remplacer les escaliers, des radios remplacer le silence, des films remplacer les pièces de théâtre. La modernité, dans toute sa brutalité, a émergé ici. Vous imaginez un Parisien de 1910 transporté, en 1928. Il serait perdu les lumières, les bruits, les musiques, les foules, les vitrines. Tout irait trop vite. Et pourtant, Paris s'y est adapté. Paris en a même fait une force. Cette décennie a donné à la capitale un visage nouveau, plus audacieux, plus international, plus vivant. Elle a fait de Paris un laboratoire d'idées, un carrefour de monde, un aimant pour les artistes, un symbole mondial du style. C'est cet héritage-là, lumineux, flamboyant, libre, créatif, que le monde retient en premier lorsque l'on évoque les années folles. Mais cet héritage n'est pas complet. Il manque une autre part, plus sombre, plus fragile, plus humaine, celle que vous découvrirez dans la dernière partie. Car les années folles ont autant construit qu'elles ont caché, autant éclairé qu'assombri, autant promis que déçu. Et pour comprendre cette époque, il faut accepter les deux faces du miroir.
Vous êtes arrivé au bout. Voici maintenant la face sombre de l'héritage des années folles. Celle qui se dissimule derrière les lumières, les danses, les parfums et les vitrines. Car toute époque brillante a son revers. Et celui des années 1920 est plus lourd qu'on ne l'imagine. Le premier héritage sombre, c'est la fragilité économique. Pendant 10 ans, Paris a vécu comme si rien ne pouvait l'arrêter. Les boutiques ouvraient sans cesse. Les cafés débordaient. Les bals se multipliaient. Les journaux parlèrent d'un siècle nouveau, d'un progrès infini, d'un avenir radieux. Mais sous cette façade dorée, les fondations étaient instables. Le franc oscillait dangereusement. La dette de guerre pesait. Les salaires ne suivaient pas l'inflation. Les investisseurs jouaient avec des capitaux volatiles. Les grandes fortunes spéculaient. Les petites économies tremblaient. La société dans son ensemble vivait comme si la fête n'aurait jamais de fin. Et pourtant, chacun, au fond de lui, sentait qu'il suffisait de presque rien pour que tout s'écroule. Ce presque rien arrivera en 1929. Vous le savez, eux ne le savent pas. Ils vivent dans un futur qu'ils ne voient pas venir. Le deuxième héritage sombre, c'est la fracture sociale. Car si Paris danse, c'est grâce à ceux qui travaillent en l'ombre. Et ces invisibles, ouvriers, pauvres, immigrés, femmes seules, n'ont presque rien tiré de cette décennie flamboyante. Ils ont regardé de loin les vitrines éclairées, les robes scintillantes, les soirées joyeuses. Ils ont vu les riches devenir encore plus riches. Ils ont vu les classes bourgeoises profiter de la modernité. Ils ont vu les grands magasins déborder. Et eux ont continué à compter leurs pièces, à craindre le lendemain, à s'efforcer de survivre. Cette fracture, immense, profonde, n'a jamais été résolue. Elle s'inscrit dans l'ADN de la décennie. Elle se transmettra aux années 1930, puis aux décennies suivantes. Le troisième héritage, plus subtil mais plus poignant, c'est la mémoire traumatisée de la guerre. Car les années folles ne sont pas une époque légère. Elles sont une époque qui refuse d'être triste. Elles sont une époque qui danse pour oublier. Une époque qui rit pour étouffer les cauchemars. Une époque qui fuit en avant pour éviter de regarder derrière. Mais les blessures sont là. Les gueules cassées sur les bancs. Les veuves silencieuses au bord des fenêtres. Les anciens soldats qui sursautent au moindre bruit. Les familles brisées. Les photos en noir et blanc qui rappellent l'absent. Les années folles n'ont pas guéri la France. Elles ont seulement mis un voile de lumière sur une douleur immense. Et ce voile, magnifique mais fragile, disparaîtra brutalement avec la crise mondiale. Le quatrième héritage sombre tient en un mot. Illusion. Illusion de prospérité infinie. Illusion de progrès sans limite. Illusion d'une paix durable. Illusion d'une modernité égalitaire. Illusion que la guerre était derrière pour toujours. Illusion que Paris pouvait défier l'histoire. La vérité est plus dure. Les années folles sont un instant suspendu, un moment de grâce, un souffle entre deux tempêtes. Elles s'achèvent sur un sentiment amer, celui que la fête était magnifique, mais trop courte. Cependant, il serait injuste de voir cette époque seulement comme un rêve brisé. Car malgré leurs failles, malgré leurs illusions, malgré leur fragilité, les années folles ont laissé un héritage immortel. Elles ont donné naissance à un style, à une esthétique, à une liberté, à une façon de vivre que le monde admire encore. Elles ont fait de Paris une référence culturelle, artistique, créative. Elles ont préparé l'émancipation des femmes. Elles ont ouvert les portes à la modernité. Elles ont inspiré des générations. Certes, la crise de 1929 écrasera l'euphorie. Certes, les années 1930 verront monter la peur et la colère. Certes, un autre drame mondial frappera bientôt. Mais rien, absolument rien, n'effacera jamais l'éclat unique des années folles. Vous vous tenez maintenant à la fin de ce voyage. Devant vous, Paris s'étire, silencieux, presque endormi. Les lumières des boulevards s'apaisent. Les voix s'estompent. Le vent glisse entre les immeubles comme une mémoire qui s'en va. Et vous, narrateur de cette histoire, vous laissez la ville derrière vous avec un dernier souffle. Paris, tu as été folle, brillante, injuste, bouleversante, et tu restes, malgré tout, inoubliable. Ce chapitre se referme, la vidéo aussi. Mais l'histoire, elle,
continue. Alors voilà, notre voyage touche à sa fin. Vous avez traversé un Paris dont il ne reste aujourd'hui que des éclats, des parfums, des ombres. Un Paris qui riait pour se guérir, qui dansait pour ne pas sombrer, qui rêvait pour ne pas se souvenir. Un Paris traversé par la lumière, mais aussi par la fatigue, la misère, la peur et l'espérance. Vous avez marché dans les rues animées des boulevards, sous les néons des cabarets, au milieu du jazz naissant. Vous avez senti l'odeur du charbon, entendu les cris des marchés, croisé des artistes affamés, des ouvriers épuisés, des femmes libres, des policiers nerveux, des étrangers déracinés, des enfants oubliés. Vous avez vu une ville qui voulait vivre plus fort que la mort, plus vite que le passé, plus loin que ses blessures. Les années folles n'ont duré qu'un instant dans l'histoire, mais elles ont laissé une trace qui traverse le siècle. Elles ont changé Paris, oui, mais elles ont aussi changé la manière dont nous regardons la liberté, le plaisir, la modernité, l'art, l'amour et le danger. Et maintenant, c'est à vous de refermer cette porte, de laisser derrière vous les rires des cabarets, la fumée des cafés, les affiches colorées, les bas-fonds silencieux. Hâte de quitter les silhouettes qui s'éloignent sous les lampadaires, de remonter doucement vers votre propre époque. Asseyez-vous un instant, respirez. Imaginez encore une fois cette ville vibrante, fragile, magnifique. Paris, dans les années 1920, n'a pas été un rêve parfait, mais il a été un rêve nécessaire. Un rêve d'après-guerre, un rêve d'avant-crise, un rêve suspendu entre deux mondes. Merci d'avoir voyagé avec nous. Merci d'avoir écouté cette histoire. Merci d'avoir traversé cette ville que le temps a transformée, mais qui continue, dans chaque pierre, dans chaque chanson, dans chaque image, à raconter quelque chose de nous. Et maintenant, éteignez les lumières. Laissez Paris s'endormir et laissez-vous, peut-être, dériver vers vos propres rêves.